Guten Abend miteinander. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Welcome everybody. Soyez les bienvenus, Dear toutes et colleagues, tous, dear friends, très chers collègues, très and chers all amis, those who are joining us this où que vous afternoon soyez, or vous qui evening nous rejoignez for pour the cette launch soirée, pour of le the démarrage topics, the priority topics des of objectifs sustainability prioritaires research de in la Switzerland. durabilité et de la Herzlich recherche en willkommen Suisse en zu la matière. diesem Bienvenue wirklich donc wunderbaren, à ces assises Moment. qui sont vraiment Und quasi es ist mir merveilleuses eine à l'heure große actuelle. Freude, ein Et c'est pour Privileg, moi un dass plaisir, ich un Sie vrai alle privilège willkommen que je heißen puisse kann vous zu souhaiter la dieser plus cordiale des bienvenues Lancierung en ce qui concerne des ce coup d'envoi White Paper Reports zur du rapport sur Nachhaltigkeitsforschung in le der papier Schweiz, blanc der nicht Recherche einfach ein durable en Bericht sein Suisse. bleiben soll, C'est un rapport, sondern uns mais wirklich pas daran seulement. erinnert, C'est wo plutôt die donc großen un Herausforderungen rappel des liegen, grands défis nicht que einfach nur nous sommes amenés à relever ein et que la bisschen zu durabilité besprechen, n'est pas seulement un sondern auch terme galvaudé. Nachhaltigkeit in Non, der Wissenschaft zu il leben. convient de vivre la Es ist durabilité nicht dans le nur monde der scientifique. Non seulement est-ce Weltnachhaltigkeitsbericht donc der le UNO, rapport der uns onusien de la aufgeweckt durabilité hat, qui est un der eigentlich cri de gezeigt hat, rappel et dass wir peut-être aussi wirklich d'alarme. sehr stark und Force est de uns constater vermehrt que und nous mit devons Wissenschaft donc, dans une action engagieren concertée müssen, scientifique, nous damit wir engager die Agenda afin que véritablement 2030 nous puissions erreichen können. oblitérer l'agenda 2030. Es ist auch nicht nur Mesdames die et messieurs, Tatsache, dass jetzt ce n'est pas seulement un im fait November der qu'en Bundesrat novembre, die le Strategie Conseil der fédéral nachhaltigen a donc Entwicklung entériné la verabschiedet stratégie hat und die Vernehmlassung du développement geschickt hat. durable, Und rapport da wir donc auch mis en als consultation, Wissenschaft gefordert et nous sind, sommes donc confrontés es aux geht défis viel weiter comme zurück. hommes et femmes scientifiques. Bereits vor Mais vielen Jahren, déjà, il y a bien des über 10 années, Jahre, plus de haben 10 wir ans, uns et in oui, den le temps passe Akademien vite, dans les eigentlich différentes sehr académies stark scientifiques, de die façon très forte, Nachhaltigkeit, nous avons pris Forschung soin und die de Rolle la der recherche, de la Wissenschaft in der durabilité et du rôle Nachhaltigkeitsforschung du beschäftigt. monde scientifique en la Ursprünglich matière. gab es Initialement, ein Nukleus il y avait in une der espèce de SC nucléus, in den Naturwissenschaften, donc dans les sciences aber schon von naturelles, Beginn an war mais dès klar, le tout début, dass il était irgendwo ein absolument Nukleus clair liegen muss, aber eigentlich das que nous Ganze avons un alle nucléus, mais Wissenschaftszweige que le erreichen tout muss doit und dass wir concourir uns à toutes les nicht branches nur scientifiques et que beschäftigen non seulement müssen, indem wir nous über devons die nous préoccuper de nachhaltigen cela Entwicklungsziele en parlant de ces diskutieren, objectifs, en denn en es braucht discutant. keine weitere On n'a pas Diskussion besoin de ob nouvelles discussions, Armut à vrai dire, oder pour Wasser combattre la bedeutend pauvreté sind. Nein, ou la es misère dans le braucht jetzt monde. wirklich die Il Frage, faut maintenant was die Wissenschaft une action hier très concrète, für la die contribution du monde scientifique beitragen en kann, faveur was die Wissenschaft d'une noch durabilité lösen muss vécue au und wie concret, vor allem die au jour le Wissenschaft jour, et de quelle sich façon breiter, le monde scientifique peut interdisziplinärer davantage et de façon und interdisciplinaire eben auch se déployer. transdisziplinär, Force est de constater diesen aussi Themen de widmen façon muss, transdisciplinaire. voranzukommen, Pour aller de wirklich einen l'avant et Beitrag pour zu véritablement leisten, der nicht manifester nur une partie einfach contributrice nette qui Forschung non seulement stimuliert, soit une sympathique sondern recherche bien stimulée, vor allem mais que surtout eigentlich eben nous die fassions du noch concret, hängigen Fragen c'est-à-dire que nous nous angeht attaquions und nicht aux einfach questions qui sont toujours rechtfertigt, en dass alles, was souffrance wir tun, et non pas hat ja mit uniquement Nachhaltigkeit justifier zu que tun. tout ce que nous faisons est par Und définition es ist auf durable. diese Non, Grundlage il faut und dieser apporter la Erkenntnis, preuve. En fonction de dass cette wir prise de uns conscience, zusammengefunden haben. nous nous sommes Und ich regroupés, bin sehr mesdames et glücklich, messieurs. wie Et je me sich félicite hier de la nicht nur, façon dont non seulement Mitglieder aujourd'hui aus vous avez des den membres Akademien, de plusieurs sondern académies qui se sont auch retrouvées, die ganze mais Netzwerk nous der avons Akademien, tout le der réseau, Schweizer toute la réticularité des verbindet académies und des natürlich sciences tief suisses mit den en extrême europäischen und entrelac nationalen avec Zentren, les die centres sich nationaux mit et européens Nachhaltigkeitsforschung qui se beschäftigt préoccupent de la haben, recherche quant à la zusammengefunden haben, durabilité. diese Frage Une action de nachzugehen. concentration et de Das concertation ist à la eigentlich, fois. was in dieser C'est Bericht, den wir bien heute ce lancieren qui und genau est aussi besprechen, intentionné zeigen soll. par le rapport que Soll nous nicht discutons einfach ce zeigen, soir. dass On ne démontre pas Nachhaltigkeit seulement que la und die durabilité Nachhaltigkeitsziele et les wichtig objectifs de la sind, durabilité sondern vor allem sont eigentlich importantes, basierend mais eigentlich auf dem eh bien, en fonction de l'objectif de la durabilité, notamment l'objectif numéro 17 qui stipule le partenariat, eh bien que nous regroupions le savoir indispensable pour s'attaquer concrètement, normativement, aux problèmes de notre société, notre monde. On n'a pas un premier ou un deuxième ou un troisième tiers-monde, on n'a qu'un seul monde, un et indivisible, mais aussi avec une focale sur la Suisse. Et c'est bien ce rapport qui est disponible, les objectifs prioritaires pour la recherche suisse de durabilité. Ces objectifs prioritaires
non seulement doivent animer la recherche, mais aussi les investisseurs, que ce soit des investisseurs de droit privé ou de droit public, ou aussi dans le cadre de la charité ou des ONG. Tout ce monde va concevoir, nous avons une voie devant nous que nous devons emprunter ensemble pour promouvoir cette recherche qui s'inscrive dans le sillage de cette priorité. Le rapport, en l'occurrence, et je suis plein de gratitude, que Gabriela Wülser, d'entente avec le président du COPIL, Peter Edwards, que nous allons entendre et bien sûr aussi écouter tout à l'heure, bien qu'il se soit donc regroupé avec un groupe d'une bonne trentaine d'expertes et d'experts et avec la consultation d'une bonne centaine de titulaires, de regrouper les éléments qui nous importent et qui sont consubstantiels à la naissance de ce rapport, ayant démontré où se trouvent donc les défis qu'il convient de relever afin que nous nous acquittions comme scientifiques la contribution qui est exigée à juste part de notre côté afin que l'agenda 2030 soit atteint et coulé dans le moule de la réalité. Ce sont des sujets majeurs, des thèmes qui ne permettent pas que nous ayons la pensée du silo ou du clochemerlisme. Non, il convient, en référence à ce but 17, qu'en partenariat, nous œuvrions d'un commun accord, se concentrant pas seulement sur la Suisse, il y a aussi une focale suisse, bien évidemment, mais au-delà de cette focale, la contribution suisse doit aussi être une contribution dans ce réseau international. Le rapport n'est pas seulement présenté, vous pouvez l'étudier vous-même, vous pouvez le télécharger sur le site internet de notre société, pour donc accuser réception de la totalité de ces indications. Vous en connaissez sans doute les coordonnées. Mais nous marquons le coup d'envoi. Nous allons lancer cette campagne de sensibilisation et disons merci de tout cœur à toutes celles et tous ceux qui ont mis, comme on dit, le pied à l'étrier. C'est une belle communauté scientifique, mais aussi sociale, qui nous porte vers l'avenir. Et je me félicite, à l'heure actuelle, de vous annoncer le professeur Peter Edwards. Je l'invite à prendre la parole, c'est notre président du COPIL, et il va donc nous dresser un rapport de ce qui lui paraissait très important quant au processus et quant aux résultats. Très cher Peter, merci d'être des nôtres, et c'est à vous. Un grand merci, très cher Marcel. Mesdames et messieurs, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à cette manifestation et je me félicite de vous présenter notre papier blanc, les sujets prioritaires de la recherche suisse en matière de durabilité. Le COPIL, il a donc décidé, au lieu de faire un agenda substantiel, eh bien, de se brancher sur des vecteurs pertinents pour la Suisse. En ce qui concerne les thèmes scientifiques prioritaires, il s'agit donc de problèmes sociétaux complexes dont la solution, évidemment, entraîne des changements sociétaux tout aussi profonds. Le défi ou les défis superposés, qui bien sûr regardent plusieurs objectifs onusiens de la durabilité et qui ont une forte connotation à la fois interdisciplinaire et transdisciplinaire. Mais des questions aussi qui se focalisent sur le niveau sociétal, politique, économique et technologique. Et enfin, ce sont aussi des cercles problématiques où la Suisse endosse une responsabilité quasi universelle, aussi bien par ses actions que par ses potentialités et par ses actions à faire quand on œuvre pour le changement. Mesdames et messieurs, les thèmes principaux, nous les avons pendant 18 mois discutés et préparés en tenant compte des intérêts les plus divergents du monde scientifique, administratif, ONG et aussi du secteur privé.
Comme première démarche, lors d'une séance à huis clos en mois de juillet 2019, des représentantes et des représentants des académies des sciences de Suisse, d'un commun accord avec des expertes et des experts, ont donc déterminé des questions thématiques superposées. En août 2019, une bonne centaine d'expertes et d'experts du monde scientifique et du monde pratique ont donc fixé des défis sociétaux pertinents quant au développement durable. Il y a des contributions du monde scientifique qui sont là indispensables. Dans une deuxième grande démarche, le COPIL précité a donc accusé réception des résultats de cette discussion. Pour la suite à donner, nous avons fixé 5 secteurs thématiques. La troisième démarche était la constitution de petits groupes d'expertes et d'experts pour décrire de façon plus substantielle ces 5 thèmes. Afin que les synergies, les conflits et les aspects communs soient donc reconnus, nous nous sommes dotés d'un 6e groupe de travail et de réflexion. Dans des conditions aggravées de la pandémie COVID-19, ces groupes ont développé des documentations raisonnées et des textes d'orientation relatifs à ces différents sujets. Et dans une 4e démarche, les thématiques, au mois de juillet, ont été assujetties à un contrôle externe. Les conceptions ainsi peaufinées constituent les chapitres principaux du papier blanc ou du livre blanc. Pour arrondir ces discussions, nous esquissons dans le chapitre final les acheminements vers la promotion d'un contexte sociétal pour la recherche transdisciplinaire de la durabilité, c'est-à-dire un contexte d'habilitation en quelque sorte. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, beaucoup de personnes étaient des contributrices à la constitution de ce livre blanc. Nous sommes pleins de gratitude que notre travail fut tellement ratissé au large. Dans ce domaine, je dis un grand merci à toutes celles et tous ceux qui, de quelque façon qu'on se fût, participaient de ce processus. Je remercie le président des académies des sciences de Suisse, M. Marcel Tanner, le président de l'Académie des sciences naturelles, Philippe Moréon, les membres du COPIL, tous les membres, hommes et femmes, des 6 groupes d'experts qui ont donc rédigé ces chapitres. Je remercie toutes et tous qui ont participé à ces différents ateliers, mais aussi les experts externes, tous les collègues et toutes les collègues qui ont travaillé en filigrane, et je remercie mes collègues Gabriel Bulser et Anja Bretzler, qui étaient en quelque sorte les chevilles ouvrières de ce projet. C'est ainsi que je prie Gabriela de se présenter, et je vous souhaite, mesdames et messieurs, une soirée tout aussi passionnée que passionnante. Gabriela. Un grand merci, très cher Peter. Je te dis un grand merci, très cher Peter, pour cette excellente coopération et je suis très reconnaissante à l'attention de tous mes collègues pour la bonne coopération à travers les disciplines et à travers les institutions. Et je vous souhaite ainsi, mesdames et messieurs, une très belle soirée et des discussions pleines d'inspiration. Je passe le témoin à Thomas Häusler de la radio-télévision suisse SRF, qui est le cicérone qui va vous guider à travers les méandres de cette soirée. Merci, Gabriela. Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là en duplex, mais néanmoins plein de passion. En 2 tables rondes, on va se préoccuper de ce grande thématique. Dans une première phase, nous avons réuni 6 experts qui sont donc les auteurs de ce livre blanc. Ils vont donc évoquer ces sujets focaux. Force est de constater que nous n'avons pas toute la soirée à définir à cela, bien que le document soit très intéressant. Et c'est peut-être une première incitation qui va donc vous motiver d'assujettir ce livre blanc à une lecture assidue. Dans une deuxième table ronde avec 5 titulaires issus du domaine scientifique suisse, discuter ce qu'il convient de faire afin que la recherche de la durabilité puisse aller de l'avant
en Suisse, en qualité comme en quantité. Quant à la première table ronde, tout d'abord une petite présentation de ces 6 participants. Ils se présentent par eux-mêmes et par elles-mêmes, et peut-être vont-ils aussi rebondir sur quelques pensées personnelles, comment ils conçoivent à travers leur travail scientifique le rôle de la recherche sur la durabilité et quelles sont les composantes les plus importantes. D'abord, Urs Nickli. Vielen Dank. Un grand merci. Je suis Urs Nickli. Pendant 30 ans, j'ai travaillé en agriculture biologiste dans le monde scientifique et j'ai une bonne corrélation avec toutes les questions de l'agriculture durable. Sur ces entrefaites, je travaille pour l'ONU en guise de préparation du sommet mondial de l'alimentation qui va se dérouler en l'année du Seigneur 2021. Et dans ce domaine, l'alimentation durable revêt un rôle capital. Merci. Donc, beaucoup d'expériences thésaurisées. Nous allons en profiter en cours de cette soirée. Heike Mayer, s'il vous plaît. Je suis Heike Mayer. Je suis professeur de géographie économique à l'Université de Berne. Et en géographie économique, on se préoccupe de l'espace, de l'aménagement du territoire, aussi de l'urbanisme et de la planification. Et j'ai abouti à cette thématique qui nous intéresse ce soir parce que dans ce domaine, eh bien, je vois un grand changement dans la recherche. Pas seulement va-t-on se préoccuper de la croissance, mais on se préoccupe du développement écologique durable dans l'espace. À part cela, je suis présidente du Conseil pour l'aménagement du territoire en Suisse. Et là aussi, nous nous préoccupons des grands défis de l'avenir, notamment pour certains espaces périphéres. Comment la périurbanité peut-elle se développer de façon durable? Merci. Michael Stauffacher, le prochain. Je ne vous entends pas, peut-être le micro devrait-il être branché. Je suis de l'EPFZ, du laboratoire interdisciplinaire, je suis sociologue de formation, et je suis donc aussi sociologue de l'environnement, ou peut-être sociologue de la technique de l'environnement. Si on travaille le EPFZ, on travaille toujours en corrélation avec les sciences de l'ingénierie, mais aussi avec différentes sciences naturelles, allant jusqu'aux architectes. C'est une chose que je qualifie de centrale pour une recherche, pour une véritable évolution durable. Mais d'autre part, il faut dire qu'une telle recherche en fonction de la durabilité exige aussi un grand dialogue, une continuation du dialogue avec la société, une extrême coopération avec la politique, l'administration, l'économie, mais aussi la société civile et citoyenne, afin qu'on puisse atteindre les objectifs d'un développement durable en partenariat, comme l'a dit si bien Marcel Tanner. Nous concevons déjà donc toute une kyrielle de composantes que nous sommes en train de réaliser. Marc Chesner, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. J'ai cru comprendre que j'étais censé m'exprimer dans ma langue maternelle. Zu verstehen, ich könnte mich in meiner französischen Muttersprache ausdrücken, das ist richtig. Ja, genau. Ja. Ist es. Ce que je vais faire avec plaisir. Das mache ich mit Stolz und Freude. Wir sind ja die Vertreter der zweiten Landessprache als Frankophone. Je suis professeur en finance quantitative à l'Université de Zurich. Professor für quantitative Finanzpolitik in Zürich. Finance quantitative. Quantitative Finanzen. Merci. Et directeur du Und ich bin gleichzeitig auch Direktor des Zentrums Europas für eine nachhaltige Finanzpolitik. Voilà. J'ai pris la décision ich habe den Entschluss gefasst, eigentlich im Jahr 2008, de tirer les leçons de la crise dass financière ich aus der Finanzkrise ein paar Lektionen zu ziehen habe. Et d'infléchir mon enseignement. Ich möchte dadurch meine Lehre vollkommen verändern. Wie folgt. Et de modifier ainsi es geht auf diese Art und Weise, dass ich meine Forschung neu ausrichten will. Certains concepts en finance ou en économie ne sont pas à jour. Der Finanzpolitik in der Wirtschaft sind überhaupt nicht tagesaktuell. Il est essentiel d'introduire la durabilité. Es ist äußerst wichtig, dass die Nachhaltigkeit in die Forschung funktional integriert wird. Et de développer de nouveaux Und wir paradigmes. müssen aber auch neue Paradigmen entwickeln. Merci. Und schon zischt das Blaulicht herbei. Vielen Dank. Vielen Dank.
Und nun Marlene Sahakian, bitte. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ja, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich bin Marlene Sahakian. Ich bin Soziologin an der Universität Genf und ich arbeite in Bezug auf den Verbrauch in einer nachhaltigen Entwicklung. Ich bin sehr gerne hergekommen auf eine virtuelle Art und Weise. Ich habe meinen Scherflein beigesteuert zu einem dieser Kapitel dieses Weißbuches, das hier aufgelistet ist. Und ich habe es als Soziologin getan. Ich bin immer fasziniert, wie man eben jetzt also kann man sich große Helden vorstellen, nur jeder muss ein bisschen sein Bündelchen schnüren und dann wird die Dinge verändert. Nein, wir können es nur kollektiv machen, es gibt keine Superheroes, wir können es nur kollektiv schaffen, damit auch unser Lebensmodus kollektiv verändert und verantwortet wird. Grand merci. En guise de sublime conclusion, Christian Pohl, s'il vous plaît. Branchez votre micro, s'il vous plaît. Afin qu'on vous entende et vous écoute. Avec Michael Stauffer, je suis un des 3 co-directeurs de ce laboratoire transdisciplinaire de Zurich. Je me préoccupe quant à moi de la théorie et de la pratique de la recherche transdisciplinaire déjà mentionnée. Qu'est-ce que c'est comme théorie? Comment la pratique se structure-t-elle? Et la recherche transdisciplinaire désire faire une recherche où on est en train de regrouper plusieurs disciplines, plusieurs contextes vitaux et où non seulement on fait une recherche universitaire, mais une recherche tout à fait appliquée. Et je crois que dans cette corrélation, la recherche transdisciplinaire est un moyen auquel je fais appel pour réaliser le but que toute science doit être transdisciplinaire si elle veut être une contributrice à la durabilité. Merci à vous toutes et tous pour ces premiers témoignages très évocateurs, passionnants comment cela avait commencé pour vous. Premier chapitre, alimentation du monde entier. Nutrition, alimentation durable, Monsieur Nikli, vous étiez prépondérant dans la rédaction de ce chapitre. Dites-nous en quelques mots, 3-4 minutes, les vecteurs principaux de ce chapitre. Merci, je le fais bien volontiers. La Suisse n'est pas seulement déterminée par un paysage féerique, nos belles Alpes de neige par exemple, mais notre pays est déterminé par donc aussi une agriculture extrêmement efficace. Nous avons une agriculture qui travaille avec beaucoup de moyens de production, des engrais, d'autres éléments, mais qui simultanément a aussi donc de plantureuses récoltes, pour le dire ainsi, de bons produits. Cela a aussi en partie des conséquences négatives et c'est de cela dont nous nous préoccupons dans la recherche de la durabilité, le changement climatique, la biodiversité en péril, la fertilité des sols et d'autres composantes écologiques sont bien sûr concernées par cela, personne n'en doute. Au fond, en agriculture, il s'agit toujours bien de déterminer certaines conflictualités et nous aimerions en tenir compte dans nos questions de recherche et d'épistémologie. En tout et pour tout, dans ce chapitre, à travers l'agriculture et l'alimentation, nous avons 14 questions critiques que nous avons formulées et j'aimerais en extrapoler quelques-unes. Par exemple, nous concevons que l'agriculture en Suisse dispose d'une grande sympathie de la part de la population, mais au fond, il n'y a point de consensus sociétal quant à savoir de quelle façon l'agriculture et de quelle façon l'alimentation devrait se présenter, étant donné que nous sommes convaincus qu'une transformation fondamentale est absolument indispensable. Fort de cette conviction, eh bien, nous devons avoir un consensus sociétal. Nous aimerions œuvrer pour ce dernier. Serait une partie de notre tâche et de nos devoirs aussi. Et qu'est-ce que cela signifie si manifestement nous allons propager à la fois une agriculture durable et une alimentation durable? Si nous passons de la parole à l'acte, quelles seront les conséquences sur l'économie nationale? Quelles seront les conséquences sur la gestion d'entreprise pour les acteurs, pour les gestionnaires, pour les agriculteurs eux-mêmes? Et nous nous préoccupons de façon très forte des tractions et des systèmes incitatifs qui seront indispensables afin qu'une transformation
façon, petit à petit, dans le monde agraire et agricole, puisse se frayer la voie, y compris l'alimentation. Et enfin, nous aimerions stipuler le rôle de la science et aussi de la technologie dans ce processus de transformation. Quel est le savoir dont nous avons besoin? A-t-on besoin, comme le prétendent d'aucuns, d'une culture paysanne traditionnelle, ou faut-il, comme d'autres le prétendent, beaucoup de technologies de pointe pour sortir des sentiers battus, afin que nous puissions relever les grands défis qui, par définition, ont une connotation globale et universelle. Donc, il s'agit là très fortement de changement, de mutation, de transformation, de métamorphose peut-être même. Et il ne s'agit pas du tout que nous n'agissions seulement en Suisse pour avoir un pays de cocagne écologique, il n'en est pas question. Non, nous voulons faire en sorte que l'agriculture et que l'alimentation, que la nutrition, eh bien, soient donc profitables aussi à l'étranger. Notamment parce que nous exportons aussi, pour le meilleur ou pour le pire, les conséquences de notre politique sur d'autres pays, d'autres continents. Donc une énorme kyrielle, une énorme largeur de thèmes, d'incitations, de questions technologiques allant jusqu'à des questions philosophico-sociétales. Madame Meyer, auprès donc de votre science, cela est aussi quand il s'agit d'espace, d'aménagement du territoire. Tout à fait. Vous ne faites pas si bien dire. Dans notre contribution, il s'agit de l'aménagement du territoire et de l'espace. De quelle façon notre sol, nos arbres sont développés de façon telle afin que cela soit quelque chose de bon. Je ne parle pas de paysages florissants comme le disait le chancelier Helmut Kohl après la réunification allemande, mais nous pensons qu'il faut donc prioriser la biodiversité, mais aussi l'homme avec un H majuscule, qu'il s'y sente à l'aise. Et là, l'utilisation durable de nos sols et de nos lopins de terre sont importants. 70 à 80% de la population vit en milieu urbain, mais simultanément, il faut être conscient que 30% des ressources naturelles doivent être conservées ou restaurées pour la biodiversité. Et il y a beaucoup de questions tout aussi centrales que névralgiques qui se posent. J'en extrapole 3. Premièrement, la question de savoir comment est-ce que nous protégeons notre sol, notre espace en dehors des grandes villes. Comment va-t-on protéger la biodiversité? On a beaucoup fait en urbanisme, en aménagement du territoire, par la densification, par d'autres instruments. Mais maintenant, il s'agit de savoir de quelle façon peut-on le faire en dehors de la zone du bâti. Deuxièmement, la question de la cohérence dans la politique ou des instruments politiques. Avons-nous un appareil, avons-nous des instruments qui sont en accord avec la durabilité ou sont-ils en conflit avec cette dernière? Quels sont les nouveaux instruments auxquels nous pouvons faire appel dans la planification avec une participation citoyenne de la population ou comment travaille-t-on avec des laboratoires naturels où non seulement on parle de l'administration, mais de l'humain et des besoins des différents ayants droit aux titulaires. Et la troisième question s'ensuit au pied levé. Comment peut-on créer des styles vitaux qui soient en accord avec le développement durable? Il y a de nouvelles idées, comme par exemple la ville à 15 minutes, ou de quelle façon peut-on composer avec la numérisation, que nous faisons tous du télétravail, et que 2 ou 3 fois par jour, nous utilisons la voiture pour abandonner la solitude du télétravail, dans beaucoup de questions où il n'y a pas de questions jusqu'à présent et jusqu'à nouvel avis. Merci beaucoup. Je suis sûr et certain, Michael Stoffacher, vous parlez dans votre domaine du grand objectif que la Suisse est dotée jusqu'en 2050 d'être une société décarbonisée de façon nette. Là aussi, il y aura beaucoup de questions tout aussi claires qu'ouvertes, n'est-ce pas? Sans doute, il y a pas mal de questions ouvertes et peut-être aussi pléthore de réponses déjà. Et comme scientifique social, on constate au pied levé
une petite rogne-grogne, un mal-être, parce que les solutions technologiques, elles sont rapidement là. On sait comment cela pourrait être le cas pour atteindre le net zéro. Et alors on dit, mais attention, peut-être faudrait-il prendre du recul. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que ça veut dire, net zéro? Et lors de l'élaboration de notre livre blanc, entre les experts, nous étions sans doute d'accord, mais qu'est-ce qu'on entendait précisément? Cela, il fallait que nous le discutassions. S'agit-il de CO2? S'agit-il uniquement des effets de serre? Ou s'agit-il de tous les effets de serre, de toutes ces choses? Et si oui, il y a les questions de M. Nikli, parce que là, il s'agit aussi de méthane, il s'agit aussi de production animalière. Et il s'agira bien sûr aussi de production industrielle et de processus industriels peut-être. S'agit-il aussi de notre cimenterie, par exemple, etc., etc. Et peut-être s'agit-il de nous toutes et tous, nous les humains, comme consommateurs, de quelle façon nous partons en envol. D'une part, nous parlons de la circulation routière, le trafic. Heike Meyer vient de le dire, quand elle parlait de la ville de 15 minutes, peut-être qu'on pourra drastiquement réduire la circulation individuelle, mais peut-être y a-t-il davantage aussi de circulation si nous sommes dans le télétravail et que par la suite, on va rejoindre en voiture dans nature. Donc, net zéro est en interdépendance avec tous les autres sujets. Tout est en interconnectivité et tout est chapeauté par un même objectif, mais qu'il convient de présenter de façon critique. Qu'est-ce que c'est que net zéro? Je l'ai dit, mesdames et messieurs, les solutions, théoriquement, c'est vite dit, c'est techniquement dit, ce qui ne veut pas dire que la technicité soit pas raisonnable, elle peut être extrêmement raisonnable, et on aura besoin de la technique, on ne va pas faire l'économie de la technique sans électromobiles, sans peut-être aussi des technologies qui manifestement bannissent ou qui aspirent de l'atmosphère le CO2 et qui peuvent aussi garantir un stockage durable en matière de CO2. Peut-être sont-ce des voies naturelles, peut-être sont-ce des voies extrêmement techniques, voire technicistes. Et là aussi, auprès des voies, il y a beaucoup de choses qui, grosso modo, sont claires comment cela pourrait se passer. Mais si on parle du conditionnel à l'affirmatif, ce que cela exige de la part de la société, qui sont les gagnants, qui sont les perdants, qui jouent quel rôle, toute une société à réinventer. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Meyer tout à l'heure. Nous avons aussi des pionniers du changement dans notre petite nation helvétique. Des personnes qui démontrent qu'avec une empreinte écologique bien plus petite, avec beaucoup moins d'émissions CO2, on peut parfaitement vivre et mener une vie tout à fait heureuse. Ces pionniers et pionnières du changement, de la mutation, il convient de s'en servir. Je rebondis sur le partenariat entre l'économie, la société civile et citoyenne, aussi l'administration, la politique et bien sûr l'économie dans une action de concertation. Soyons à l'affût de voies pour le net zéro en Suisse, mais notamment pour le monde entier et surtout pour le monde entier. Merci de nouvelles idées aussi en dehors du monde scientifique dont le monde scientifique peut se fertiliser. Je suis très curieux de l'impulsion de Marc Chesney sur donc l'économie et le système financier pour les êtres humains. Vous voulez chambouler les sciences économiques et financières, eh bien allez-y, chamboulez. Je mettrai en relief uniquement 2 points. Ich werde nur 2 Punkte darstellen. Einerseits geht es um die Entflechtung, eine gemeinsame Entflechtung. La déconnexion croissante, Abkopplung, déconnexion croissante. Also eine Entflechtung, die ständig zunehmen muss. Parlez donc de façon continue, parce que sinon la traduction est beaucoup trop longue. Ça marche. Déconnexion croissante entre also es braucht eine gesteigerte Entkopplung zwischen den Bedürfnissen der Umwelt und auch der Gesellschaftlichkeit einerseits. Und andererseits mit der ganzen Dynamik der Finanzmärkte klarzukommen. Zweiter Punkt, der mir wichtig erscheint, die Interdisziplinarität, ohne welche letztere die Zielsetzung der Nachhaltigkeit nur Schall und Rauch ist und bleibt. Der erste Punkt, alle Eile und Kürze. Eine Zahl, eine folgende Zahl. Also die Schweizer Börse publiziert im Wochenrhythmus die Statistik in Bezug auf die sogenannten Derivate für unser Land und das im Wochenrhythmus.
En septembre et en octobre, le Im chiffre September und Oktober war die publizierte Zahl bei 27.000 Les produits dérivés Elemente. traités Also pour die la Suisse Derivate, die für die Schweiz correspondent à behandelt 27 werden, 000 fois le entsprechen PIB de notre pays. 27.000 Mal unser Bruttoinlandprodukt. Das wollte ich C'est sagen. bien une déconnexion. dont il Also eine s'agit Entkoppelung, eine Entflechtung La täte hier Finance weidlich Not, so la schien Société. es mir doch. Kopplung der Finanzwirtschaft von der Gesellschaft. Ces chiffres sont Diese Zahlen énormes et sind injustifiables. beklemmend, sind gewaltig und durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Second point, Zweiter l'interdisciplinarité. Interdisziplinarität, Ein Exempel Transdisziplinarität, ein konkretes Fallbeispiel zu bieten. La Covid-19 Die Coronavirus-Krise présentée en économie Covid-19 souvent wirtschaftlich comme un dargestellt, aléatoire, das ist comme un gewissermaßen signe noir. offensichtlich eine relativ kleine Situation. Or, Etwas ce, fast cette Nebensächliches. Aber diese provient Pandemie des dysfonctionnements de hat l'économie. zu tun mit der En Dysfunktionalität der l'occurrence, Wirtschaft. la déforestation Beispielsweise et la die perte de Abholzung biodiversité. und auch der Verlust der Biodiversität, ein weltweit Ce n'est grassierendes en rien un Problem. événement aléatoire. Und das ist Secondo, überhaupt dann nicht kleinmütig, la das ist propagation lebensbedrohlich. Zweitens, die D'une telle Propagation pandémie est liée einer à la solchen globalisation de Pandemie hat zu l'économie. tun mit der Globalisierung der Wirtschaft. Il faut Das donc ist ein réfléchir de kausaler manière Zusammenhang. Also müssen wir interdisciplinaire et wirklich critique sur ces phénomènes transdisziplinär, pour les kritisch comprendre denken, profondément. querdenken, obwohl das Wort in Verruf geraten worden ist in der Zwischenzeit, wie wir damit klarkommen können. Herzlichen Dank, Yarine, Marc Chesnay. Merci, Monsieur Chesnay, pour Nachhaltigkeitsforschung ce ist discours ja, important. Recherche sur la durabilité est aussi symbolique pour l'inter et la transdisciplinarité, comme vous l'avez dit aussi. Et il me semble que le prochain chapitre que Mme Sarakian va nous présenter est aussi rime avec cela. Merci donc pour votre contribution. Quels sont vos vassaux feignants? Oui, alors cette idée de Il y a valeur, diese Idee vision et cheminement einer vers la Werthaltigkeit, einer durabilité, c'est Vision finalement und une einer nachhaltigen thématique qui Entwicklung touche ist ein aussi aux Dreiklang, autres der auch chapitres die que vous anderen avez Kapitel écoutés betrifft, die Sie ce bereits soir, vorgestellt bekommen car la haben. durabilité n'est Denn pas die du tout un Nachhaltigkeit ist concept überhaupt simple à nicht ein définir, einfaches même Konzept. si vous réunissez 10 Auch chercheurs, wenn Sie 10 chercheuses Forscher und du Forscherinnen monde aufbieten, scientifique qui der travaillent sur les wissenschaftlichen enjeux de Welt, die la arbeiten durabilité, c'est mit possible großer que ces Gelehrsamkeit, ist es personnes denkbar, ont dass sich différentes die manières Leute frisch, d'appréhender la fröhlich question. und frei einander widersprechen. Car la durabilité Denn die sous-tend Nachhaltigkeit diverses unterstellt ja suppositions, verschiedene valeurs ou Hypothesen, même verschiedene paradigmes. Werthaltigkeiten, Donc, ganze nous, ce qu'on Wertwesen und souhaite auch faire, Paradigma. c'est Was wir soutenir un wünschen würden, processus ist, dass ein sociétal Prozess qui unterstützt cherche wird, à impliquer bien sûr la gesamtgesellschaftlich, connaissance wo scientifique, auch mais die aussi, et Wissenschaft là je fais impliziert écho wird, aber à ce qu'avait auch, dit Michael und das Staffacar, hat Michael d'autres Staffacar acteurs, gesagt, divers dass andere acteurs du secteur Akteure an public, Bord du sind, secteur privé, mais aussi des les Service Public aus der citoyens Privatwirtschaft, aber et les auch Bürgerinnen citoyennes und dans Bürger. Eine l'élaboration konkret d'une gelebte vision Bürgerschaftlichkeit commune ist pour la gefragt für eine gemeinsame durabilité en Suisse. Vision einer Il nachhaltigen y a des Gesellschaft belles in der Schweiz. expérimentations et démonstrations Es qui gibt sont en auch cours. entsprechende Je pense Experimente, qu'on die a gegenwärtig énormément im de Tun sind. connaissances Wir dans le haben monde sehr viele scientifique, Ansätze, mais sehr il faut viele aussi avoir cette Kenntnisstände, connaissance du aber terrain, si wir vous müssen voulez, auch eine être à bestimmte l'écoute Geländegängigkeit du haben. Wir monde müssen associatif, dem de Verbandswesen différentes ein bisschen zuhören, was initiatives tun die ou Leute in privaten expérimentations qui Initiativen, émergent wo dans nos villes et dans experimentieren nos sie herum communes in den Städten und in et den trouver une Gemeinden. manière Da tut sich vieles und d'aller wir non müssen seulement das vers alles des connaissances, herausfiltern. Wir mais une müssen forme eine de aufsuchende connaissance qui peut Forschung être machen, eine transformateur, n'est-ce pas, qui Aufsuchung, peut die auch vraiment die mener Gesellschaft le umwandelt, changement. die Car c'est vraiment le gewissermaßen die changement Veränderung social konkret qu'on herbeiführt. souhaite Es mettre geht en um die avant, gesellschaftliche Veränderung, fort des die wir connaissances qui verdeutlichen existent, mais müssen, devant wissenschaftlich l'urgence unterfüttert, climatique, aber de vor passer à der des formes de connaissances qui Klimanotsituation peuvent nous braucht aider es à einen vraiment konkreten changer nos manières de Kenntnisstand, faire, der nos den modes de Wechsel vie, rasch anstößt, les die manières Lebensmodi d'organiser verändert, le monde du zur Nutzungsformen travail, der Menschen, der etc., Arbeitswelt und vers einer un nachhaltigen bien-être Wirtschaft. durable. Für, ich denke, ein Donc les questions qu'on se allgemeines pose un Glück. peu dans ce chapitre, Die c'est Fragen, die wir uns comment stellen in est-ce qu'on diesem peut mieux Kapitel, comprendre sind die les Folgen, wie valeurs qui verstehen wir sous-tendent nos die manières de Werte faire besser, quand il s'agit die wir vor uns hertragen, d'objectifs de wenn es durabilité. also um die Comment est-ce qu'on peut Nachhaltigkeitsziele arriver à une geht. vision Wie commune können de wir ce eine que c'est gemeinsame Vision vivre une dessen bonne vie entwickeln, finalement? was C'est es ça, heißt, ein de gutes ce Leben dont zu on führen, parle ce hier soir. und heute Vivre une und bonne nicht vie, vivre im une vie Schlaraffenland, nein, prospère, hier une und vie heute hic et nunc, salutogène. glücklich Mais und aussi auch dans ce processus-là, gesundheitsbefördernd. Aber in diesem comprendre et Prozess geht es reconnaître la auch darum, diversité des dass man die personnes, la Vielgestaltigkeit der Menschen des besoins anerkennt et und comment erkennt, der inclure ces Bedürfnisse. différentes Und wie kann diese perspectives dans un Vielgestaltigkeit processus perspektivisch inclusif eingegliedert donc, werden tout in en einen prenant inklusiven compte des Prozess, enjeux de in dem wir pouvoir natürlich qui auch structurent die souvent Machtfragen notre manière de diskutieren, die faire. ab und zu uns auch beherrschen, vielleicht nur allzu sehr beherrschen.
Merci beaucoup pour ce témoignage flamboyant. Ce sont beaucoup de processus de négociation que vous évoquez dans votre compte-rendu si substantiel. Il y a de la synergie, il y a sans doute aussi certains produits communs. Et nous avons maintenant le dernier chapitre, Christian Paul. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme vaisseau fanion dans cette flottille? Les vaisseaux fanions, eh bien, le chapitre s'est ajouté un peu sur le tard, comme on a dit, et cela s'explique que c'est un chapitre où la recherche est encore lacunaire, donc ne parlons pas de vaisseaux fanions. Si on fait une comparaison nautique, le développement durable, c'est comme une idée d'un paradis, d'un pays de cocagne. On aimerait avoir donc un état de bienséance, de civilité, de bientraitance, mais malheureusement, eh bien, nous avons déjà été chassés une fois de paradis, ce qui rend cette chose extrêmement compliquée. Donc, on l'a vu aussi dans les témoignages de Christian Paul, quelle est la complexité de ces sujets. Et maintenant, je rajoute encore quelque chose par-dessus le marché. Maintenant, on parle encore de réseautage ou de réticularité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si je réfléchis quant à moi comme client, ou peut-être aussi comme politicien, politicienne, que je dois donc promouvoir une énergie renouvelable et durable, ou j'achète un pull vert ou une pomme, où la réflexion cesse-t-elle? Qu'est-ce que je dois donc penser pour la durabilité? Par exemple, dois-je me poser la question de savoir si dans l'entreprise qui produit cela, quel est donc le décalage salarial entre l'IRLO et l'humanité du boulot? Les hommes et les femmes ont une égalité salariale. Quels sont les contextes et produits les produits? Est-ce que c'est un pays qui est pauvre, qui peut-être investit l'argent de façon telle eh bien, qu'on peut suffire aux besoins de première nécessité? On ne peut pas penser à toutes ces questions simultanément. Quelque part, il faut séparer le bon grain de l'ivraie et tirer donc un trait, comme on dit. Et pour quel mobile puis-je dire que je fais donc une démarcation, un complexe de questions parfois douloureuses. L'autre complexe est de savoir de quelle façon je puisse faire... Pardon, comment puis-je faire une politique? Nous avons donc beaucoup de disciplines, c'est aussi le cas de la politique, les ONG aussi, tout le monde a son regard spécifique, et comment puis-je avoir l'assurance que ces acteurs sortent de leur silo et trouvent des voies communes qui tiennent compte de ces différentes perspectives. Comment peut faire une politique qui réunit différents éléments? Comment Mercosur ne soit-il pas seulement donc dicté par les grands financiers, mais aussi par d'autres acteurs économiques? Et in fine, se pose aussi pour la science la question tout à fait existentielle de savoir si dans tous ces domaines nous faisons une bonne recherche et si nous avons du succès, comment peut-on faire en sorte que cette conscience épistémologique soit aussi une étincelle qui rejaillisse sur d'autres secteurs? Si les économistes ont une prise de conscience sur de nouveaux modèles économiques, comment peut-on faire en sorte eh bien, que cela va donc fertiliser le débat sur les valeurs, qu'on va en parler dans l'aménagement du territoire ou dans la politique sociale, cette concertation, comment peut-on garantir une recherche complexe pour en faire une action concertation? Ce ne sont pas des vaisons feignants, ce sont de méchantes questions. Vous n'êtes pas seul avec ces questions puisque nous avons été bombardés d'une panoplie de questions. On a presque atteint déjà la fin de la première table ronde. Mais j'aimerais poser une question. Ce qui nous frappe, moi-même je suis donc scientifique de formation, une souris de laboratoire, comme je disais naguère, on a des questions auxquelles on peut répondre de façon très empirique. De votre part, j'entends, mesdames et messieurs, beaucoup en matière de processus de négociation. Par exemple, auprès des effets de serre, M. Stoffacher dit « Nous avons la technicité », c'était son mot, mais que faut-il faire de cette technique? Comment se servir de la technique, non pas la servir. Donc les grandes questions sont les questions d'obédience sociologique et sociétale plus que les questions purement technologiques ou techniques ou alors technicistes. Monsieur Stoffacher, à vous, est-ce que vous souscrivez à cette profession de foi? Ce n'est pas un problème technique, non, le vrai défi rime davantage avec notre façon de travailler, notre façon d'agir
avec cette technicité et pas seulement avec elle. Je tiens pour quasi certain que beaucoup de techniques et de technologies existent dont on sait quelles sont leurs contributions, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui sont tout à fait à optimiser et qui peuvent encore être assujetties à l'exploration scientifique, mais grosso modo, je suis comme d'accord avec votre thèse. Les défis véridiques, les vrais défis, eh bien, ne sont pas d'obédience technique, vous avez raison, ce sont des questions qui souvent, eh bien, sont définies comme l'acceptabilité, mais aussi des questions, quelle est la quote-part des solutions techniques et quelle est la quote-part des changements d'attitude, des changements de mentalité qui ne sont pas d'obédience technique, quelle est la quote-part des formes technologiques en matière d'émissions CO2 et quelles sont les formes naturelles du CO2. Donc, des questions toujours dans l'orbite de la technique. Et pour qu'on me comprenne bien et qu'il n'y ait pas de quiproquo, je l'ai dit au début, eh bien, ces questions ne sont pas résolues par les représentants seuls des sciences humaines et sociales. Ce serait une grande erreur. Il faut le faire dans une action de concertation entre toutes les branches scientifiques, nature exacte, ingénierie sociale, philosophique et humaniste, en coopération avec les acteurs sociétaux. Car in fine, il s'agit que la politique arrête les bons aiguillages, prenne les bonnes décisions, que les acteurs économiques aussi soient de la partie et soient peut-être, ou même que les économistes aillent de l'avant et que la société civile et citoyenne eh bien, mettent en exergue les choses qui fonctionnent et que cela soit ratissé au large, soit aussi vécu au large, exécuté au large, si bien que tout le monde en profite et que cela soit un grand mouvement communautaire et collectif, celui donc du développement durable. Donc, en quelque sorte, un réseau net zero suisse, comme on le dit en franglais. Allgemeiner, Sie haben jetzt oft genickt. Allgemeiner, vous avez hoché, peut-être vos pensées, pouvez-vous encore les verbaliser? Je confirme ce que M. Stoschaffer vient de dire. Je pense que la force novatrice technologique à elle seule entraîne parfois des conséquences fort négatives si la technique est dans une tour d'ivoire et qu'on ne réfléchit pas dans quelle mesure l'innovation n'est pas un phénomène neutre, mais qu'il se conjugue aux couleurs sociétales, politiques et aussi aux couleurs des défis comme le changement climatique ou l'atonie démographique en société, ou la société dans le collimateur de la pandémie. Donc, que ces informations techniques aient une valeur. Va-t-elle gérer ce genre de valorisation, un grand défi en démocratie et en République, et aussi de quelle façon les changements sociaux, les innovations sociales peuvent composer avec la technologie. Donc là, Michael a 100 000 fois raison pour le dire ainsi. Un grand merci à vous toutes et tous, mesdames et messieurs. Nous avons achevé la première demi-heure, mais au-delà de 30 minutes, question à Gabriela Wülzer. La deuxième table ronde est-elle arme à pied, afin qu'on puisse marquer là le coup d'envoi? Je vois dans la case de conversation que c'est prêt, tant mieux. Les expertes et les experts de la première table ronde restent là. S'il y avait des questions où ils vont rebondir, alors il sera loisible d'intervenir pendant la deuxième séquence. Voici donc 5 titulaires du monde universitaire et scientifique et sont des nôtres. Vous avez entendu cette grande kyrielle de questions et de problématiques. On pourrait penser, ma foi, si on veut répondre à tout ce grand ou petit monde, il faudrait chambouler tout le système suisse. Se focaliser sur ces questions, que restait-il pour le reste de la recherche alors? Donc, la question est de savoir, le monde universitaire, que peut-il faire, que doit-il faire pour promouvoir ces questions et de réaliser cet agenda 2030, très important pour l'Académie. Il nous reste 60 minutes de discussion. Je prie Michael Heimgartner de se présenter en toute rapidité comme premier participant de cette deuxième table ronde. Bonsoir, Michael Heimgartner est mon nom. Moi-même, j'ai peu d'acquaintance avec la recherche sur la durabilité. Je suis donc biologiste moléculaire, mais j'ai fait l'expérience intéressante
Lorsque j'avais l'honneur de gravir dans les échelons hiérarchiques de l'académie, comme doyen, comme recteur, comme président de Swiss University, président aussi du conseil de l'EPFZ, à cet échelon-là, par la structuration des conditions cadres, on peut beaucoup faire bouger les choses et soutenir la coopération. C'est très important pour la recherche de la durabilité et pour d'autres sujets qui ont une connotation inter- et transdisciplinaire, comme c'est d'ailleurs la plupart des tâches sociétales. Pendant ma carrière universitaire en matière de durabilité, ce que j'ai toujours vécu comme très positif, voire ressenti comme très positif, c'est l'intérêt pour ce sujet. Dans la recherche, dans la doctrine, dans la vie de tous les jours, toujours les jeunes s'intéressent énormément à la matière. Et ce qui me rend très optimiste pour l'avenir. Un grand merci. Katrina Michalova, vous êtes la prochaine oratrice dans cette situation. Petite présentation de votre part, peut-être. Le micro branché nous ferait beaucoup de bien. Toujours pas de son. Je n'entends rien comme animateur. Les autres écoutent-ils ce que je n'entends pas? Maintenant, cela fonctionne. J'ai appuyé sur le faux bouton. C'est un peu compliqué. Mais enfin, tout va bien qui finit bien. Tout va bien qui finit bien, en effet. Je défends la présidence du Fonds national suisse de recherche scientifique. J'en fais partie depuis 2 ans. J'ai été aussi conseillère dans plusieurs programmes pour mettre en exergue la promotion de la durabilité scientifique. J'étais membre du département 4, le département des programmes, où ces programmes nationaux de recherche sont attribués, mais aussi la Research for Development, donc un travail de concertation, de coordination. Je l'ai vécu de façon très près. Mais je suis aussi moi-même très active. J'ai une chaire ordinaire à l'UNE Zurich pour la politique du développement et ce sujet me tient beaucoup à cœur. Au sein du Fonds national, à part le département 4, où j'ai payé mes galons, vous me permettez l'expression, je travaille aussi dans la coopération de développement dont j'étais responsable au fil de ces dernières années. Et il y a là aussi, dans le cadre de la coopération internationale, tous ces programmes qui sont très focalisés sur la thématique de la durabilité, comme Spirit, où il s'agit de la coopération avec des pays en voie de développement ou émergents. Et dans ce sens-là, les thèmes de la durabilité me préoccupent. Je rajoute par rapport à ma propre chaire universitaire. Je suis professeur de politique de développement, mais aussi la politique climatique est-elle intéressante et là je fais mes propres recherches. Voilà mon petit tour d'horizon. Un grand merci. Je croyais que les verts étaient importants pour la durabilité, mais peut-être aussi d'autres. Les verts, oui, mais pas les chercheurs qui s'y consacrent. Il faut que vous soyez gentil avec les verts, monsieur le professeur et le recteur. Maria Stoll, vous défendez la vue de la Confédération. Oui, merci beaucoup. Je travaille dans la section développement durable de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, ARE, et une des priorités de mes activités se traduit par l'élaboration de la stratégie de développement durable de la Confédération suisse. Comme vous le savez, elle a été mise en procédure de consultation. La stratégie englobe les objectifs et les fers de lance de la Confédération pour le développement durable jusqu'à 2030. Et bien évidemment, dans ce contexte, pour moi, c'est intéressant d'être des vôtres aujourd'hui, parce que non seulement je trouve ce sujet passionnant, mais c'est aussi très pertinent pour une vraie recherche scientifique, ce qui réitère aussi donc le rôle du monde scientifique comme traction pour un développement durable. Et au-delà de cela, lors de l'élaboration et du développement de notre stratégie, nous sommes fortement préoccupés par des questions similaires que celles qui ont déjà été discutées. La question, par exemple, du traitement avec des conflictualités
ou la question du traitement avec des défis intersectoriels, inter- et transdisciplinaires et l'intégration d'aspects de la durabilité dans des structures disciplinaires et sectorielles. C'est pourquoi c'est une soirée pour moi extrêmement intéressante, mesdames et messieurs, et je m'en félicite. Très bien, merci madame. À l'heure actuelle, nous avons 3 représentants du cercle très élargi de ce qu'on peut appeler donc la place universitaire suisse et la Confédération. Maintenant, quelqu'un de la société civile, Madame Brunner du WWF Suisse, peut-être présentation de votre part. Très volontiers, merci de m'accorder la possibilité. Je suis Eliane Brunner, je suis donc responsable programme de transformation pro du WWF Suisse. Et cette fonction est assez vocatrice puisque nous aimerions gérer des processus de transformation sociétale de l'économie, de la corrélation avec l'habitat, le monde du travail et aussi l'environnement par rapport à une durabilité holistique. Et les programmes que nous réalisons dans le cadre du WWF eh bien, sont ancrés dans mon département. Car pour atteindre les objectifs dont s'est doté le WWF, je crois qu'il y a 4 leviers qui sont tout à fait importants. C'est la formation, c'est l'économie, les flux fiduciaires et le politique. Et vous voyez que cela est tout à fait en accord avec l'analyse qui vient d'être présentée et qu'il est toujours mon job, pour le dire ainsi, ou ma besogne y étant, et bien de faire en sorte que la pluralité des travaux que fait le WWF avec ses 4 piliers, avec une équipe de collaborateurs tout à fait qualifiés, de coordonner cela, de populariser et d'aménager ces résultats afin qu'on puisse avoir le plus grand impact possible dans l'espace politique suisse. Ce que nous voulons et sur quoi nous travaillons avec beaucoup de sève et de cœur, c'est donc une transformation impactant les corrélations vitales envers un avenir où l'être humain est en accord avec Dame Nature. Et pour ce faire, et c'est cela la corrélation, nous sommes essentiellement tributaires du monde scientifique et de ses prestations qui nous fournit les bases indispensables à cette politique. Nous attendons cela du monde scientifique et je me félicite de la présence des scientifiques autour de cette table ronde, fût-elle virtuelle, mais très réaliste en matière de perspective. Merci beaucoup. Et si on rebondit sur Michael Heimgartner, le participant plus important, Florian Egli, il est de Swiss Young Academy et par conséquent représente donc la promotion de la relève. Selon M. Heimgartner, la jeunesse est à nos côtés, disait-il, donc misons sur cette jeunesse militante. Votre présentation, s'il vous plaît. Un grand merci. Merci pour l'invitation. Je pensais que la transition irait par la recherche des vers. Maintenant, on transite des vers à la jeunesse, mais c'est une certaine élégance verbeuse. Je travaille à l'OPFZ comme scientifique. Je suis postdoc et je suis aussi au collège universitaire à Londres avec Maria Mazzucato. Et ma recherche porte sur le rôle du secteur financier ou pécuniaire, les investissements, dans des processus transitoires sous les auspices du changement climatique et de durabilité. Dans ma présentation, j'aimerais mettre en exergue 2 points. Le premier point, M. Heimgartner l'a dit, à savoir la durabilité a besoin de la pensée du futur. Il faut se projeter vers l'avenir, les générations jeunes qui seront affectées par ce que nous faisons ou nous ne faisons pas à l'heure actuelle. Donc, être ancré dans le présent et agir pour le futur. Et c'est à cet égard qu'il est tout à fait positif quand cet été, la Jeune Académie, la Swiss Young Academy, est donc fait une académie de promotion de la relève en Suisse avec 29 membres fondateurs qui sont tous hyper motivés pour cette promotion de la relève, pour ne pas parler d'enthousiasme. Et abordez-nous donc, et nous allons aussi donc vous aborder. Nous nous félicitons d'une bonne et franche coopération. Le deuxième levier qui est très important, à part donc la perspective du futur, c'est la politique. On l'a évoqué tout à l'heure, je suis convaincu quant à moi qu'il faut bien davantage afin que les résultats scientifiques soient communiqués et que la science soit aussi harmonisée avec les besoins de la population et de la politique. J'avais cofondé un think tank en Suisse qui s'appelle Forhaus, En Avant, dont j'étais longtemps le vice-président. Plusieurs approches, plusieurs initiatives
ont été aussi mises en exergue dans le cadre de The Think Tank. Et pour moi, c'est une inspiration qu'on franchisse le pont sur la rivière entre la politique et la science, mais aussi la société civile, que ce soit un pont fiable, stable et propice à l'avenir. Un grand merci. Nous avons entendu que tout le monde qui vient de s'exprimer a beaucoup d'acquaintance avec la durabilité à géométrie toutefois variable. Dans une première phase de ce deuxième round, j'aimerais savoir quelle est l'importance pour vous, selon vous, à travers vos institutions et vos écoles ou vos entreprises, cette initiative des académies. Qu'est-ce que vous pouvez donc lui insinuer et comment on pourrait donc mettre en avant la recherche sur la durabilité? Florian Ogli, donc je commence avec vous, puisqu'on parlait des jeunes tout à l'heure. Merci. Je pense, quant à moi, j'ai noté quelques points, mais les choses les plus importantes, il y en a 3 peut-être. Premier point, première chose, eh bien, cette initiative souligne qu'il s'agit d'un savoir systémique. Donc, le savoir doit être conçu et développé à travers des procédures qui ne sont pas linéaires, mais qui s'est complexifiées à multiples strates et il faut travailler, focaliser sur les problèmes. C'est très important et c'est une chose qui, en partie, est un peu mis en et laissé donc un peu sur le carreau parce que nous sommes très déterminés par la disciplinarité et les défis complexes, parfois, ne sont pas reproduits par notre disciplinarité très linéaire. Donc, je rends hommage à cette nouvelle approche. Et si on dit focalisation sur les problèmes, c'est donc le travail participatif que j'appelle de mes voeux. Les questions dont les scientifiques se préoccupent doivent avoir un ratissage au large et pas seulement uniquement en quelque sorte s'enraciner dans nos têtes, mais il faut avoir une corrélation avec la société. Le troisième point qui me paraît important est peut-être une aspiration, un pieux vœu peut-être, mais c'est une aspiration comme quoi cette initiative devrait être courageuse, qu'elle sorte des sentiers battus, qu'elle arbore ses couleurs et qu'elle permette des coopérations, mais qu'elle s'immisce dans la politique, dans les sciences, dans l'opinion publique. Elle demande les contributions aussi des autres et qu'on n'en reste pas à un constat du système sortant, une analyse, une anamnèse si vous voulez, mais qu'on évoque des actions pour passer de la parole à l'acte. Et je crois qu'on a très peu de temps. Il convient de mettre à contribution ce temps. Donc, je rends hommage à cette initiative et j'espère qu'elle aura beaucoup de produits dans son sillage. Restons-en auprès de ces thèmes qui ont été présentés tout à l'heure. Monsieur M. Gartin, vous êtes président de l'EPFZ. C'est une immense marge. Jean Langley, c'est un peu techniciste, le PFZ, mais vous avez aussi les dicastères qui s'inscrivent aussi dans le siège des sciences humaines, même à l'EPFZ. Selon vous, les thèmes qui ont été présentés, tous ces vecteurs, sont-ils importants? Et comment voyez-vous l'action des académies afin qu'on puisse en quelque sorte enfoncer le clou de l'interdisciplinarité? Je rends hommage à ce document. Le travail a été fait et tout à fait fertile. Le défi étant, eh bien, que, comme vous le disiez, nous concrétisions la chose, que nous passions du parole à l'acte. Les discussions ont démontré ce n'est pas un défi scientifique, c'est un défi sociétal avec la politique, avec l'économie, avec la sociétalité, avec ces acteurs. Il faut donc rendre possible des décisions sociétales et politiques. Et en tant que scientifiques, nous pouvons être des contributeurs en mettant des bases épistémologiques et scientifiques, mais en guise de conclusion, la société doit aller de l'avant. Comment, comme scientifiques, pouvons-nous engager ce dialogue public et républicain? Ça, c'est le défi commun qui est le nôtre, à relever aussi d'un commun accord. Katrina Marechalova, sous les auspices du Fonds national de recherche scientifique, mais aussi de façon très personnelle. Comment est-ce que vous le concevez avec ces sujets présentés et avec cette initiative d'aller vers l'action? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je pense que ce papier blanc est un fanal, un signal très clair, comme quoi les scientifiques, hommes et femmes suisses, se préoccupent de ce thème, que cela leur tient à cœur. Et tout à l'heure, on rebondiront sur le sujet des trade-offs en matière des sciences. À quoi bon cela est-il? Mais dans le Fonds national, c'est toujours une question. Faut-il faire donc le bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, la science libre, ou faut-il prescrire en quelque sorte des axes thématiques prioritaires? Nous aimerions faire de la durabilité un thème très important, certes, mais ce débat est toujours en litispendance. À quel point, jusqu'à
quel élément faut-il donner des instrumentaires qui s'orientent spécifiquement dans une telle direction. Et il est intéressant de voir dans ce domaine-là s'il y a donc une revendication très claire qui est faite par les académies d'agir dans la sorte. C'est déjà un premier tri. À part cela, on est en train aussi de cerner, d'identifier des domaines de recherche scientifique qu'on a évoqués, comme est-ce que c'est utile, est-ce que c'est quelque chose d'opératoire? Oui. Sous les auspices personnels, je peux dire que je pensais très auxiliaire cette approche intégrative en matière d'SDG, qu'on ne va pas les oblitérer comme on égrène les perles d'un chapelet l'un après l'autre, mais qu'on le voit dans une structure collective et de concertation. Nous travaillons un peu comme ça au sein du Fonds national quand nous lançons un programme national de recherche. Il y a donc toujours des thèmes, des vecteurs thématiques. Et ce que je trouvais très utile aussi, c'était l'approche intégrative eu égard à toutes les espèces, toutes les typologies de recherche, à savoir que le tout doit être inter- et transdisciplinaire. C'est d'ailleurs un terme presque galvaudé à l'heure actuelle, mais néanmoins très important dans son énoncé. Et je crois qu'il y a quand même quelques typologies de scientifiques, surtout dans les sciences humaines, qui parfois disent que la science doit être impactante, ou quand il s'agit d'un impact immédiat, eh bien, il se cabre un tout petit peu. Et ce document, donc, comme on le disait aussi, jette un pont sur la rivière entre la théorie et la pratique. C'est très important. Voilà, ce sont des choses très importantes par définition pour, à titre général, être crédible en tant que scientifique et d'encourager tout le monde de se mouvoir dans une telle direction et de le faire de façon renforcée. Si vous m'interpellez de façon très personnelle, comme quelqu'un qui est ce politique de développement et coopération, eh bien, ce qui me frappe, que la dimension environnementale est très fortement mise sur la focale, et donc la dimension économique ou socio-économique est un peu dite en sourdine, mais ce n'est pas une parité, me semble-t-il. Et il en va de même quand il est question des questions globales, des questions d'obédience transfrontalière sous-tendent le tout, mais auprès de la focale suisse, qui est déjà éponyme dans le titre, en sont réduites à la portion congrue. Donc on s'auto-limite, on s'auto-restreint dans certains sens. Donc, c'est pourquoi je me pose la question, si j'ai le droit d'en poser une, qu'est-ce que cela signifie si je lis cette revendication dans ce document à l'attention d'une institution de promotion de rêve comme nous, donc le Fonds national de recherche scientifique? Est-ce que cela veut dire que on se meut dans le contexte de la priorité des thèmes et que véritablement, on va donc se focaliser sur cette rame ou cette perspective très très suisse, très très helvétique? Au fond, je ne peux pas imaginer que cela pourrait être votre message, puisque je suis membre aussi de la commission pour les partenariats scientifiques avec les pays en voie de développement. Donc, je ne pense pas que nous soyons, nous, des nationalistes et des anti-mondialistes, en quelque sorte, où nous voulons uniquement donc promouvoir la nation. Tout est possible ce soir. Professeur Edwards, si vous pouvez dire un petit mot, est-ce que la focale suisse est trop prépondérante? Est-ce que vous êtes trop entaché de suiciter? Je ne sais pas si techniquement cela n'a pas fonctionné. Vous pouvez m'entendre à l'heure actuelle, c'est bon? Dès le début, nous disons que la Suisse a sans doute une énorme responsabilité mondiale. D'une part, parce que nous sommes un pays de haute technologie, nous sommes une nation extrêmement commerciale. L'ingénierie suisse est donc fameuse aux quatre coins du monde, donc nous avons un fardeau de responsabilité planétaire. Donc non seulement cela impacte le contexte international, mais nous avons aussi donc une expertise que nous pouvons donc mettre à disposition du monde entier. Donc, si nous sommes trop insulaires dans notre reproche, eh bien, je pense que non, parce que nous sommes très conscients que beaucoup des problèmes que nous voulons déterminer ont un impact dans d'autres pays du monde, dans d'autres continents du monde. Je dirais aussi en deuxième position que cela n'est que le début à l'heure actuelle.
Donc nous avons regroupé les personnes, ils ont authentifié et identifié des priorités, mais le vrai démarrage n'a pas encore été fait. Et maintenant, nous devons donc retrousser les manches et nous devons donc faire du concret et faire en cours de route des bilans intermédiaires en matière de ces priorités de recherche. Ce qui peut-être à l'heure actuelle fait un peu défaut, puisqu'on en reste un peu trop aux généralités. Mais cela va changer. Donc, on peut donc regarder ces thèmes de façon différenciée. Regardons là-dessus avec le regard de la Confédération qui s'est beaucoup promis avec cette stratégie de la durabilité qui nous regarde tous et qui, bien sûr, aussi donc devrait nous rendre durables nous-mêmes. Cette action des académies, ces thèmes qui ont été présentés, est-ce que cela cadre avec la stratégie de la Confédération, Madame Stoll, ou est-ce que vous avez aussi des critiques à faire? Vous l'avez déjà dit, pour oblitérer les objectifs de l'Agenda 2030, il faut tout le monde qui soit à bord. L'initiative des académies est tout à fait la bienvenue parce qu'elle démontre la volition du monde scientifique de s'acquitter de sa contribution. Quant à votre question portant sur les thèmes, si on regarde les choses de façon globale, universelle, les thèmes se télescopent au niveau de l'académie avec le besoin d'agir qui détermine la stratégie du développement durable au niveau de la Confédération. J'ai été frappé aussi que la thématique égalité de chance, qui est un des 3 points prioritaires du développement stratégique durable, dans les priorités de recherche est plutôt qualifiée d'élément de transversalité, mais pas de but en tant que tel. La question s'ensuit au pied levé. Comment cela a-t-il vu le jour? Peut-être va-t-on nous fournir une réponse, mais il me semble, si c'est une question de procéduralité, eh bien, la thématique des inégalités sociales est aussi donc quelque chose qui est bien apostrophé. Donc, la densité des thèmes et la focalisation des thèmes des académies sont en accord avec la stratégie de la Confédération. Et je réitère ce qui a déjà été dit parce que c'était juste. Les priorités scientifiques ont aussi un rôle important à jouer dans la mesure où la thématique de la recherche dispose d'une toiture en quelque sorte, d'une grande parenthèse. Donc ce n'est pas la durabilité qui serait une finalité en soi, mais qui est déclinée à travers plusieurs secteurs thématiques. Quels sont les défis concrets en matière de durabilité dans tel et tel secteur? Madame Bunger, sous les auspices du WWF, qui, comme vous le disiez, de façon très intense, est préoccupé de cette thématique, eh bien, ce document, les thèmes qu'il véhicule, ce document, est-ce que cela, donc, est qualifié par vous de nécessaire ou est-ce que vous avez découvert des accros à ravauder, par exemple, et qui n'auraient pas été évoqués? Non, pas vraiment, plutôt les deux choses. À titre général, je pense aussi que ces thèmes sont absolument bien choisis. Et je dirais que la réflexion sur les champs d'activité a été bien faite et j'ai lu cela avec un grand intérêt. Et notre estimation, dans beaucoup d'aspects, est absolument en accord avec les prises de position qui ont été articulées dans ce document. Et nous avons aussi aucun problème avec l'authentification des 6 vecteurs thématicaux prioritaires, notamment en ce qui concerne la répercussion des systèmes alimentaires, planification, aménagement du territoire, Netto 03, économie et finances. Ce sont pour nous, BVEV aussi, des vecteurs très très centraux en matière du travail quotidien pour la durabilité et ce sont des thèmes qui structurent la cadence de notre travail quotidien. Ce qui me paraît très important auprès de cette documentation d'orientation de l'Académie, eh bien, ce sont donc les remarques finales de chacun de ces chapitres, cette corrélation des sujets les uns avec les autres, cette interconnectivité pour le dire ainsi. On ne peut pas séparer de façon quasi clinique les sujets les uns des autres. Un système alimentaire propice à l'avenir n'est pas concevable sans économie agraire, sans aménagement du territoire, sans politique financière et son articulation est importante aussi si on envisage une société d'économie netto zéro. C'est le cas aussi quand il est question du secteur financier. Notre place financière suisse a besoin de nouvelles structures incitatives, de nouvelles valorisations pour suffire à la durabilité et il faut aussi changer l'allocation de ces moyens pour donc véritablement impacter le monde en faveur d'une société netto zéro ou pour aussi une
politique climatique compatible avec les traités de Paris. Il y a beaucoup de connexions, beaucoup de corrélations. Ces sujets ne peuvent être pensés qu'en entrelacs et non pas en silo isolés. Et ce message, je crois, est partagé de presque tout le monde. Un sujet qui, dans sa singulier, me trotte dans la tête et qui est autant tous les autres sujets, qui me fait un tout petit peu défaut quand même, eh bien, c'est la biodiversité. Parce que je pense en effet aussi bien les crises climatiques que la crise de la biodiversité, eh bien, sont urgentissimes. Et là, c'est une question essentielle. Le caractère hyper urgent de ces deux vecteurs devrait être reconnu et devrait donc nous donner plus d'un coup de cravache d'agir vite et d'agir promptement avec le soutien du monde scientifique. Parce que cette articulation urgente ne souffre pas l'ombre d'un doute. Et le monde scientifique a aussi son message à porter, peut-être encore davantage et peut-être aussi plus politique que dans le passé. Bien que je sois consciente que les articulations normatives pour le monde scientifique, là on est plutôt prudent, pour le dire moi-même de façon prudente. Quand même, je pense que ce développement serait quand même une sollicitation que j'estimerais hautement souhaitable. Merci. Urgence, il y a péril en la demeure. Le Fonds national de recherche scientifique peut beaucoup impacter la science. Il a donc une grosse cagnotte, une caisse de guerre assez bien remplie. Pas si grand, dites-vous. Tiens, soyez pas trop modeste. Qu'à cela ne tienne, beaucoup de ces vecteurs thématiques eh bien, sont en interconnectivité, sont tous en interdépendance, en entrelacs, disait-on. On l'a dit à maintes reprises d'ailleurs en cours de cette soirée. Donc, on a des pécules pour la recherche disciplinaire, un peu moins pour l'interdisciplinarité. Le Fonds national est-il enclin de son propre chef eh bien, de promouvoir des recherches en interconnectivité? Est-ce que vous avez l'intention et la volonté de le faire? Dans certains des programmes que j'avais effleurés tout à l'heure, c'est déjà le cas. Par exemple, auprès des programmes de recherche nationale NFP ou pour le programme recherche avec le développement fait avec la DDC au fil de ces dernières années, là précisément on a pris cette approche d'interconnectivité, essayant que les chercheurs de plusieurs disciplines soient donc regroupés et qu'ensemble on se mette à travailler ces grands sujets. Nous faisons simultanément quelques expériences à droite et à gauche, ce qu'on pourrait faire de plus, notamment en matière de la recherche transdisciplinaire explicitement. On la mentionne auprès des programmes de recherche nationaux ou nationaux, mais nous avons aussi fait un petit projet pilote de sauter un pas complémentaire. À titre d'exemple, en ce qui concerne O4D, Research for Development, eh bien, la moitié de la durée explicitement était confrontée à certaines questions de certaines recherches, comme quoi ils aimeraient, après coup, avoir la possibilité de rebondir et de façon plus concrète mettre en exergue leurs résultats en application à l'échelon politique, économique et administratif, pour y mettre même la main à la pâte. Nous l'avons fait avec certains pécules résiduels. Cela donc est une mayonnaise qui a pris, si vous me passez l'expression, et nous réfléchissons si nous pouvons donc pérenniser un tel genre d'instrument et si à titre général il ne faudrait pas essayer d'avoir davantage d'éléments incitatifs pour cette approche à la fois inter et surtout transdisciplinaire en matière de coopération. Mais simultanément, il fallut qu'auprès des pécules, il fallut que je devinsse un peu plus modeste. Nous aimerions en faire bien davantage, mais nos instrumentaires pécuniaires, pour le dire ainsi, sont entachés fatalement de finitude, qui limite évidemment nos projets et aussi nos budgets. Et comme il en est ainsi, avec de nouveaux instrumentaires, nous exerçons une certaine prudence parce que d'abord, imposer des coupes à blanc et stro aux vieux instruments et en créer de nouveaux serait une antinomie. Et il y a d'autres incitations, d'autres impulsions. Le rapport d'ailleurs le dit aussi. On parle des procédures d'évaluation. Comment faut-il s'y prendre afin que les projets interdisciplinaires et transdisciplinaires eh bien, soient pas moins bien lotis, surtout parce qu'ils ont ces aspects de sciences appliquées, parce qu'il est difficile de regrouper un panel de façon telle
qui puisse mettre en exergue la valeur de l'interaction en tant que telle dans une juste pesée d'intérêt ou pondération d'intérêt. Là, il y a quelques réflexions. Si on ne devrait pas faire des filières d'entraînement de la part de panels tout à fait normaux en matière de promotion donc de projets, afin que manifestement ceux et celles aussi qui choisissent ces projets, qui sont responsables de la sélection, puissent surmonter leur clochemerlisme et voir le grand tout. Madame Brunner l'a dit, M. Amgater, l'urgence, il y a une grande urgence dans beaucoup de ces problèmes. Et les problèmes sont d'envergure très majeure, l'alimentation, nutrition, agriculture, changement climatique et j'en passe. Donc on chose très très grand, très très fatalement grand. Pour les universités, les hautes écoles suisses, selon vous, comme chef d'un de ces gros bâtiments dans cette flotte, M. Heimgartner, quel est le rôle, quelle est la valeur de ces problèmes de durabilité dans le monde scientifique institutionnalisé lorsqu'il s'agit de faire un pilotage à plus longue échéance pour appareiller vers de nouvelles structures portuaires? M. Stoffacher l'a déjà dit, dans beaucoup de domaines, il y a déjà des directions techniques. De quelle façon on pourrait aborder les problèmes? Se pose la question, quel est le palmarès prioritaire? Quels sont les trade-offs que nous visons? Et de quelle façon peut-on aussi implanter le tout? Katharina l'a dit à juste titre, un peu de pécule, c'est toujours utile. Et l'argent ne mène pas si bien le monde. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont une motivation intrinsèque, mais si on peut soutenir de façon pécuniaire la coopération, c'est une bonne chose. Et surtout, à part l'argent, il faut aussi la valorisation. Cela aussi, notre collègue l'a dit. Donc, si vous faites de la pub pour des Heinings Promotions et que vous n'avez pas de quittance, si vous n'avez pas de quittance, il est difficile pour un jeune chercheur de s'engager dans cette lancée et de s'atteler à cette charrue. Donc il faut de l'argent et il faut aussi de la valorisation mentale et culturelle. Donc, du pognon et de la valorisation, si vous me passez cet argot, pour motiver les personnes, à part leur motivation intrinsèque. Deuxième méthode, comment le savoir pourra davantage être coulé dans les moules de projets pilotes avec les autorités, la société et l'économie? Eh bien, en quelque sorte, un projet style Inno-Suisse durabilité, non pas pour faire de l'argent, mais pour tester des formules rompues un bel avenir avec un start-up ou avec un petit semi-canton, mais pas trop réactionnaire, dans un petit cadre avant même que nous n'ayons la solution parfaite. Les Suisses voulaient toujours faire du perfectionnisme. C'est tellement complexe, on n'aura jamais coulé dans un seul moule le perfectionnisme, donc faisons la version 1.0, elle ne sera pas parfaite, mais on apprend des choses, et la deuxième et troisième fois, on sera toujours plus performant. Ça, c'est une bonne incitation d'aller progressivement vers le progrès, précisément. M. Igli, davantage d'incitations, dit M. Heimgartner. Les incitations sont aussi des pécules ou des subsides de recherche. Sous les auspices d'un jeune chercheur que vous êtes, un postdoc qui a le problème qu'il doit s'établir dans le monde scientifique pour sustenter sa vie, et notamment dans un domaine qui peut-être n'est pas un lit tout fait, pour le dire ainsi. Donc, que faut-il selon vous afin, comme jeune chercheur, on reste connecté à terre et qu'on puisse à terme travailler de façon durable dans la recherche sur la durabilité? On l'a déjà dit, et cela je le soutiens, mais d'une part c'est le sujet même de la durabilité, et j'ai le sentiment que c'est très attrayant, beaucoup de choses bougent et même parfois moussent-elles en matière d'incitation, bien la plupart des personnes qui sont dans ce sujet sont tout à fait intrinsèques, ont une grande force motivationnelle. Mais au-delà de la force motivationnelle, je dirais même si on veut faire un bon plan de carrière, la durabilité fait du sens aussi, du coup, dans cette direction-là. Et ce n'est pas négatif, à mon avis. Deuxième incitation, presque encore plus importante que la focalisation thématique, parce que celle-ci est très intrinsèque et motivationnelle, mais c'est de savoir de quelle façon des efforts de personnes dans l'exploitation scientifique, de mettre à contribution certaines recherches dans une direction, comme M. Gartner l'a dit, en matière de laboratoire réel, de sauter le pas, de passer de la parole à l'acte. Donc, nous faisons une intervention politique issue donc de nos prises de conscience, où nous essayons explicitement, manifestement, d'établir un contact avec d'autres disciplines. Comment cela est-il récompensé, honoré, respecté?
Et je crois que tout le monde est d'accord en théorie qu'il faut changer beaucoup de choses, qu'il faut travailler de façon interdisciplinaire. Et quand on est dans ce processus comme je le suis, quand il s'agit de passer de la parole à l'acte, je le dis pour la 3e fois, et comment va-t-on distribuer les subsides, les subventions et les postes, tout reste dans les silos linéaires, très disciplinaires. Je ne veux pas du tout donc les contester. Ils font un merveilleux travail. On veut faire une excellence dans la recherche, mais il faut faire les deux choses et ne pas l'une ou l'autre. Nous sommes complémentaires et non pas en quelque sorte nous excluant. Et là, ce sont souvent des processus très administratifs qu'il faut changer, qui sont tout aussi lents que teintés de balourdise et chronophages. Mais là aussi, il y a peut-être un rôle des académies d'avoir davantage de poids si toutes les académies tirent la couverture du même côté, pas seulement quelques institutions. Donc, vous diriez que là, les académies font un travail de lobbyisme dans un certain sens, dans le sillage de la discussion de ce document devrait fréquenter les universités, les autorités d'éducation, le Fonds national. Nous avons là donc un état des lieux très intéressant, beaucoup de questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du concret, enfoncer du clou? Et il faudrait aussi restructurer certaines incitations. Il faut que nous parlions les uns auprès des autres. Tout à fait. Et ce serait très passionnant pour tout le monde de développer de nouvelles approches et de dire dans ce contexte-là, si vous changez certaines incitations, si bien qu'on puisse davantage privilégier la direction des labos réels, notamment les systèmes alimentaires. En Suisse, ce serait super intéressant. Nous avons une agriculture qui est fortement stipendiée, donc il y a une marge de manœuvre de la politique en la matière. Avec Nestlé, nous avons un des plus grands groupes nutritionnels, nous avons d'excellentes recherches. On a aussi des consommateurs assez cossus. On a un système financier qui pourrait jouer un rôle dans le changement de l'agriculture. Beaucoup de composantes, il s'agit de les regrouper. Et peut-être pourrait-on dire en la matière, si dans certains processus, dans la structuration de nouveaux instituts, donc si de tels critères de réalisation concrète prennent davantage d'ampleur, si cela joue un rôle plus grand, alors là, nous pourrions dire le changement serait donc plus rapide et on pourrait aussi ouvrir les vannes pour certains pécules, non pas pour créer de nouveaux pécules, mais peut-être de transférer certains pécules d'un pot à l'autre, si cela se fait manifestement dans un acte de consensus et de réciprocité. Et que le tout serait donc focalisé sur les problèmes, une bonne discussion et au bout du résultat, au bout de l'exercice, quelques résultats. Point de vue application, le VVF est tout à fait intéressé à ce que véritablement, non seulement on écrive des documents, mais que beaucoup de ces questions qu'on a donc élaborées soient aussi appliquées de façon concrète. Le VVF, comment conçoit-il très précisément la façon dont on devrait faire ces structures, mais de quelle façon ce savoir qui a été généré sera donc fertilisé, utilisé pour des développements durables en écologie, par exemple. Nous sommes très intéressés de voir du concret, notamment par des actions entre partenaires ou de faire des partenariats avec plusieurs partenaires. D'une part, des partenaires issus du monde scientifique parce qu'ils conditionnent notre travail et nous voulons nous y référer quand il s'agit de développement de catalogues de critères, de quelle façon nous pouvons protéger le climat, la biodiversité ou la déforestation, comment on peut analyser cela. Là, nous sommes évidemment tributaires des scientifiques pour passer par la suite à des modes d'emploi à l'attention des consommateurs. Là, nous sommes très intéressés de travailler avec le monde scientifique. Et là, de le faire de façon partenariale, parce que nous pensons que pour la traduction du savoir vers l'étoffe de la réalité, ce genre de corrélation est de prime importance. Qu'on ait donc une corrélation côté scientifique avec la société civile et vice-versa. Mais nous travaillons aussi avec d'autres partenaires. Nous travaillons, du moins le tentons-nous, avec des entreprises privées pour appliquer de tels résultats dans une gestion durable, dans une chaîne supplétive et solidaire, même dans un système libéral et capitaliste. Donc, nous essayons de faire des recommandations pragmatiques à plusieurs niveaux et à plusieurs échelons pour promouvoir une véritable transformation.
et pour la rendre possible carrément. La façon dont ces partenariats seront articulés dans le monde scientifique, là, je ne suis pas assez compétente de le dire. Donc là, je devrais donc passer le témoin à quelqu'un d'autre. Mais quant au développement de critères de catalogue ou de mesures, ou de catalogue de mesures, là, nous sommes fortement intéressés de travailler de façon partenariale avec le monde scientifique. Et vous pensez que ce document avec ces thèmes serait propice à un tel partenariat pour donc lancer de telles choses de façon concrète et pour les initialiser? Pour moi, ce document démontre surtout la dimension et la complexité du défi qui se pose à nous, ou des défis au pluriel que se pose à nous. Ça déjà, c'est une grande prise de conscience. La traduction de ce défi dans des mesures très concrètes, ça c'est encore une autre paire de manches. Et donc, il faudra peut-être aussi faire le tri parmi toutes ces thématiques. Mais si cela est compliqué, cela démontre aussi bien que nous devons, par la force des choses, composer avec une multiplicité d'approches, car il y a aussi une multiplicité des problèmes où on peut développer de petits pas, mais qui, dans leur addition, pourraient être quand même assez considérables. La grande solution miraculeuse, elle n'existera pas, on le sait pertinemment, et la science n'a pas de perlimpinpin pour sauver le monde. En revanche, cela démontre cette nécessité, la dimensionnalité de ces problèmes est telle que nous travaillons dans le concret, aussi dans de petits paramètres, pour chausser grand en l'addition en collectif de toutes ces actions. Et il faut aussi agir de façon politique. Et enfin, cette action politique, de façon très concrète, doit se faire à plusieurs éléments au sein de la politique, oui, mais aussi dans la science, en application, dans des partenariats avec le tiers-monde aussi, de façon individuelle, interpersonnelle. Par exemple, ne pas gaspiller les denrées alimentaires ou aussi donc être conscient de l'alimentation délicate au niveau planétaire où donc on est en train de répercuter la crise alimentaire mondiale sur le contexte national pour démontrer en quelque sorte les alimentations dans leur dimension de culturalité et aussi de mettre en exergue les changements qui pourraient en découler, où l'impact devrait être au rendez-vous afin que petit à petit nous ayons une véritable durabilité. Madame Schultz-Verbund, vous êtes aussi sans doute très intéressée à cette coopération avec la Confédération parce que vos objectifs sont aussi tout à fait téméraires, pour le dire ainsi, dans cette stratégie confédérale de la durabilité. Quelles sont les possibilités que voit la Confédération, en coopération avec les autres écoles, les universités, de mettre les choses en avant, peut-être en référence à ce papier blanc dont il est question ce soir? Ce sont des questions similaires telles qu'Elgin Brunner les a évoquées. Cela se pose aussi au niveau de la politique. Elgin Brunner a parlé de la traduction en actes réels de toutes ces théories, de toutes ces revendications. Et quand on transfère la science sur des processus décisionnels politiques, se pose toute une ribambelle de questions. Je conçois le rôle du monde scientifique, d'une part, d'élever la voix critique et de la rendre retentissante dans l'espace socio-public, une petite page publicité. Donc, positionnez-vous quant à la stratégie de développement durable, procédure qui se déroule à l'heure actuelle. Mais au-delà de cela, le rôle du monde scientifique d'évoquer, de cerner les défis de la durabilité dans les processus de décision, de nous accompagner de façon critique, de s'immiscer aussi carrément et sans fausse gêne dans le débat politique, de sortir de la tour d'ivoire rhétorique scientifique, premièrement, mais deuxièmement, j'insiste sur les aides de traduction, de pouvoir traduire le savoir systémique dans des actes concrets, petit à petit, dans un travail exécutoire tout à fait concret. Et c'est bien dans ce domaine-là que la Confédération est très sollicitée. Elle l'est aussi dans la question de savoir de quelle façon nous créons des structures ou des récipients appropriés afin que ce transfert de la connaissance scientifique dans les moules de la politique se fasse. Comment nous pouvons donc réaliser ce télescopage ou cette interface entre science et politique et que ce travail de traduction soit promu pour qu'elle se traduise par des résultats concrets.
Je rebondis sur un mot-clé que vous aviez dit, que le monde scientifique devrait s'immiscer dans la politique, ne pas se gêner, disiez-vous. On a de temps à autre vécu de telles expériences. Des voix scientifiques sont élevées dans les arènes politiques qui par la suite ont été rabrouées. Taisez-vous, El Kabash, avait dit un autre. Vous vous contentez des sciences politiques, ne nous embêtez pas dans nos parages politiques. Parfois on le dit gentil, parfois on le dit de façon très rude. Le Conseil mondial climatique dit de son propre chef, eh bien, il aimerait être pertinent pour la politique, mais ne pas prescrire la politique. On aimerait démontrer la plausibilité des conséquences d'une mauvaise politique, mais non pas en quelque sorte être le bras séculier de la politique. Beaucoup de parlementaires sont aussi de cette opinion-là. Dans ce papier blanc, il y a beaucoup de questions qui émergent ou qui sourdent des tréfonds de la conscience humaine et qui rapidement affichent une dimension politique, renvoyant à des valorisations politiques, parce qu'on dira cette voie est peut-être bonne scientifiquement parlant, mais politiquement, cela risquerait de sentir le roussi. Bon, donc cette tension, cette dichotomie, cette aporie, si le terme est justifié, est essentielle. Madame Stoll, à vous, comment le monde scientifique doit-il se comporter pour être futé, pour être intelligent, afin que cela ne finisse pas en cauchemar? Excellente question. Je crois que tout le monde se pose la question. Beaucoup de monde se la pose. C'est une situation très passionnante à l'heure actuelle. Elle m'interpelle beaucoup en tout cas. Si nous regardons la task force de la COVID-19, eh bien là, on aborde un peu la même problématique. On est confronté à la même problématique. Donc la réflexion de savoir de quelle façon peut-on mettre à disposition des connaissances scientifiques comportant le coronavirus et quand même maintenir l'indépendance scientifique, mais quand même dire donc aux autorités publiques qu'il s'agit de pondération politique et comment il faut pondérer la politique avec la scientifique. Je n'ai pas la solution. Si je l'avais, je ne serais pas ici, à vrai dire. Personne ne l'a. Mais la question est on ne peut plus centrale. L'actuelle situation, quant à elle, nous donne sans doute la possibilité de faire preuve d'une observation, de monitorer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Dans la thématique de la durabilité, nous avons côté conf l'avantage qu'il s'agit d'un sujet relativement lent que nous pouvons traiter avec une certaine prudence pour tester certaines formes appropriées, quitte à corriger le tir à terme. Monsieur Gartner, vous avez une position comme chef de l'EPFZ. Vous êtes souvent sous les phares de l'opinion publique pour le meilleur et pour le pire. Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Le rapport blanc, le bouquet blanc fait un bon job, une bonne besogne, puisque vous dites dans ce document il faut que nous ayons des bases scientifiques pour la pléthore de ces questions. Les défis que je conçois, nous sommes des humains, nous avons notre nature. Et M. Egli l'a dit, nous sommes tous, en tant que chercheurs, motivés de façon intrinsèque. Et si nous parlons à l'heure actuelle de la durabilité dans l'agriculture, une chercheuse qui, avec son équipe, se focalise sur, donc, en quelque sorte, une grande biodiversité contre l'agrochimie. D'autres priorités vont donc déterminer la recherche. Une autre recherche qui est plutôt pour le jardinage urbain aura d'autres priorités, peut-être même opposées. Nous coiffons toujours de chapeaux comme chercheurs. Nous sommes donc des chercheurs, nous aimerons fournir les faits, mais nous sommes aussi des citoyens républicains. Nous avons nos opinions et souvent nous avons des opinions tout à fait tonifiantes parce que les chercheurs qui ont du succès sont aussi très politisés. Et parfois, il faut peut-être un peu être modeste. Mais d'autre part, la politique nous regarde aussi et la politique doit respecter que les scientifiques s'en mêlent. Il n'y a rien de diabolique à cela. Si, comme communauté de scientifiques, nous démontrons nos différentes options, on n'est pas toujours d'accord sur la même chose. Si la task force de la COVID-19 parle, elle essaye de nous présenter une conception, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas en matière de ce virus, mais les membres individuels, eh bien, manifestement, c'est aussi une déposition qui est déterminée par leur opinion personnelle. Comment en serait-il autrement? Comment pourrait-il en être autrement? Et nous devons, je pense, dire qu'on ne cultive jamais le perfectionnisme. Monsieur Egli, tout à l'heure, vous avez dit cela, et vous êtes d'ailleurs vous-même concerné. Vous êtes actif dans les organisations qui ont une opinion scientifique dans le monde politique. Comment est-ce que vous le voyez comme jeune chercheur? Est-ce que c'est une chose
qui devrait changer. Donc, faut-il une plus grande politisation des chercheurs? Il y a une chance dans ce domaine-là. Et une chose est intéressante, c'est assez marrant d'ailleurs. Le point où un scientifique manifestement ose en quelque sorte faire une déposition publique, eh bien, il faut qu'il y ait donc une telle évidence scientifique tellement tentaculaire que par rapport à d'autres personnes qui ouvrent leur caquet pour beaucoup moins de sérieux, donc jusqu'à ce qu'on ose dire quelque chose, c'est presque incroyable. Donc il faudrait peut-être un peu moins timoré et plus courageux de politiser un peu ses propres prises de position, et je ne pense pas que cela risquera de relativiser la crédibilité. La crédibilité, pas du tout. Je crois que le contraire fait foi. Il faut que la science doit démontrer qu'elle est pertinente pour la société, pour la politique, et qu'elle peut produire des analyses et des prises de conscience par rapport à des questions qui sont d'actualité à l'heure actuelle. C'est maintenant que l'aiguillage doit être arrêté, et non pas d'ici 20 ans. Si nous regardons la loi sur les écoles polytechniques fédérales, l'article 2, eh bien, définit donc l'objectif, et dans cette finalité, il est dit expressis verbis, faire des communications publiques et valoriser les résultats scientifiques. Ce sont deux mandats que je qualifie de quasi républicains, à part la formation des étudiants et de faire une excellence dans la recherche. Mais ce sont deux buts de publication, de communication qui sont voulus par la politique et par les constituants de l'époque. Donc, je crois que c'est un rôle très important. Et ne vous y méprenez pas, je ne dis pas du tout qu'il faille faire de la politique politicienne comme scientifique. Tel n'est pas mon propos. Il ne faut pas que les scientifiques disent partout leur grain de sel. Non, il y a des lignes de démarcation qui existent entre l'opinion et les résultats de recherche. C'est important, on ne la franchit pas, mais on peut communiquer cela. Par exemple, à l'EPFZ, nous avons donc un blog énergétique il y a une année où de façon explicite, nous propageons tant des résultats scientifiques que des opinions scientifiques très personnalisées. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qui bougent auprès des auteurs. Les auteurs, eh bien, doivent en quelque sorte au point zéro réfléchir. Est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est mon opinion ou c'est la doxa ou le résultat d'une recherche? Et dans mon expérience, ce qu'il y a plus intéressant, c'est qu'ils disent de faire un article qui reflète une opinion et non pas une doxa, parce qu'ils sont donc dans l'obligation d'avoir les couleurs et ce n'est pas du tout leur accoutumance, ce n'est pas partie intégrante de leur formation. Et il faut le dire ici de façon très explicite, afin que les personnes soient contraintes peut-être d'être au clair ce que je fais. Est-ce que je dis une opinion qui engage toute la communauté ou est-ce que c'est mon opinion sérieuse, scientifique, mais quand même sérieuse? Et dans le task force de la COVID-19, cela se fait déjà à l'heure actuelle. Mais ce principe devrait être disséminé auprès de tous les scientifiques. Le courage de l'opinion personnelle, c'est très intéressant. Petit à petit, on se rapproche de la fin de cette deuxième table ronde. Notre point d'orgue, une dernière question à tous les co-disputants en demandant une réponse très brève, si vous voulez être gentil. La teneur est bien claire, mesdames et messieurs, à savoir que tout le monde, à l'heure actuelle, rend hommage à cette initiative de l'Académie, que les sujets qui ont été choisis sont pertinents et sont aussi importants sur l'arrière-plan de la trans et de l'interdisciplinarité. Mais plus concrètement, selon vous, toutes les institutions que vous représentez, que peuvent-elles faire, que doivent-elles faire afin qu'à l'avenir on se meuve davantage dans cette direction, que cette recherche devienne plus interdisciplinaire, plus ratisse au large, plus concrète et plus utile, l'un après l'autre? J'avais déjà dit ce que nous avons tenté de faire dans ce domaine-là, c'est-à-dire ces programmes de recherche nationale ou nationaux sont relativement anciens. Si je prends donc le programme économie durable comme exemple, puisque je le connais relativement bien, eh bien déjà dans ce domaine, nous avons pléthore de composantes qui, à l'heure actuelle, ont été annoncées comme des desiderata. Les différents projets doivent avoir des partenaires issus de la pratique, c'est de prime importance. Il est indispensable, il est souhaitable qu'ils travaillent de façon inter- et transdisciplinaire. Il y a donc un collège réflexif où vous avez Swissmem, le SECO, l'Office fédéral arrêt et d'autres. Le WWF y est aussi. Donc, de telles structures réflexives et consultatives sont importantes pour prêter conseil et pour aussi critiquer le cas échéant.
et on s'attend, et il y a un financement qui existe en la matière, aussi bien pour le domaine de la communication que pour celui de l'application. En dépit de tout cela, on a souvent après coup le sentiment que cela eût pu être plus concret. Nous eussions pu faire en sorte que davantage de choses concrètes se réalisassent et se produisissent, et qu'il aurait fallu sauter un autre pas. C'est que nous tentons de faire à l'heure actuelle d'ailleurs. Et je pense que c'est bien dans cette direction qu'il conviendra de se mouvoir à l'avenir. Par la suite, il convient de dire que de tels modules davantage thématiques sont un peu sous pression. Ce sont des instrumentaires un peu singuliers, un peu uniques. Donc, il serait très utile si des revendications étaient un peu politisées. Comme ça, nous avons davantage la possibilité de rebondir côté Fonds national de recherche scientifique que je représente. Donc, il y a toujours, malgré tous ces bonnes approches, un climat de négociation pas toujours très satisfaisante dans son résultat. Nous avons cela dans la ligne de mire, même si nous n'avons pas de nouveaux moyens pécuniaires ou financiers pour de nouveaux programmes, mais quand même, nous voulons renforcer le réseautage, l'interconnectivité. Nous voulons aussi adapter les trames évaluatives. Peut-être faudrait-il évoquer le terme de DORA. Là aussi, donc, il s'agit de savoir de quelle façon les performances de la recherche scientifique sont donc mesurées et de quelle façon nous pouvons aussi, en quelque sorte, avoir la possibilité de recevoir de prochains projets. Le Fonds national a commencé de valoriser, d'évaluer, d'après certains mots-clés, combien de projets, par exemple dans le domaine de la durabilité, ont été réalisés dans les différents instrumentaires promotionnels. On peut en dériver aussi. Les chiffres ne sont pas très nombreux, donc statistiquement, ce n'est pas tellement, donc, en quelque sorte, résilient et représentatif, mais on peut donc voir, est-ce que dans les instrumentaires standardisés, y a-t-il moins de succès dans de telles thématiques que dans d'autres secteurs thématiques? Voilà des choses ou des comparaisons que l'on pourrait faire et on commence petit à petit à s'y engager au sein même de notre propre secrétariat pour profiter de ces recherches et en y greffant dans de nouvelles solutions pour sauter le pas. Beaucoup de reproches. Au fond, c'est tout à fait réjouissant. Monsieur Heimgartner, soyez peut-être un peu plus bref que Madame tout à l'heure, le PFZ. Quelles sont vos intentions en quelques mots? Nous voulons rendre visibles des succès et aussi les célébrer. Beaucoup de choses font. Si vous nous voulez être motivationnels, il faut aussi que nous mettons en exergue les bons exemples, d'attiser les appétences de nos concitoyens qu'ils participent. C'est la meilleure des voies pour initier le changement pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes, et qu'ils adhèrent à cette initiative. Célébrons le succès. Merci, Monsieur Egli. Quant à vous, brièvement, je formule une offre, mesdames et messieurs. La Jeune Académie a été fondée en cet été 2020 et je fais partie de son comité. Et les thèmes que nous discutions aujourd'hui aussi, les recherches inter- et transdisciplinaires ainsi que ces déontologies entre la science et la politique font partie des priorités les plus importantes de la Jeune Académie. Donc, nous avons eu un grand enclin, un grand enthousiasme de s'engager à cela. Et donc, nous votons dans la perche, mettez-nous à contribution et nous allons nous féliciter de la coopération avec vous. Mettez-nous à contribution. Merci, Madame Stoll. La Confédération, qu'est-ce qu'elle a comme grand dessin? Dessin, bien sûr, avec S-S-E-I-N. Et un S à la fin. Eh bien, d'une part, la Confédération, comme promotion de la recherche, Madame Mikalova a évoqué les mots-clés les plus importants. La Confédération a des possibilités aussi d'encourager ou de revendiquer des composantes de la durabilité. On le fait par nos crédits, mais on pourrait le faire de façon plus pointue. Et la deuxième composante que j'aimerais évoquer, eh bien, le dialogue entre la science et la politique. Nous sommes d'accord d'avoir l'esprit, le corps ouvert pour une bonne structure de testage, pour passer de la parole là aussi à l'acte. Et le WWF, que fait-il en vrac? En vrac, en effet, eh bien, pour nous, nous appliquons des projets de nature et de
durabilité en Suisse et partout dans le monde. Et pour ce faire, nous travaillons avec Monde Scientifique commun parmi beaucoup d'autres partenaires pour élaborer les bases, d'avoir des balises référentielles pour l'action et pour aussi vivre l'urgence. Et Dieu sait qu'elle est en train de nous cadenasser. Merci Madame Brunner, merci à vous toutes et tous pour ce débat très intéressant, tout à fait passionnant. J'espère qu'on a pu discuter en empoignant ce sujet-là. C'est un champ énorme. Merci à nos spectateurs et spectatrices. Restez encore parce qu'il y a donc le mot de la fin et une récapitulation de Philippe Moreillon. Et je suis très curieux de ce mot de la fin. Merci beaucoup. Ja, vielen herzlichen Dank. J'imagine. Sie hören mich, ich glaube, meine Stimme schallt gar weit. Es ist unglaublich, incroyable, incredible, was dieses White Paper so alles ausgelöst hat. Und wie die Experten das beackert haben, sie vertreten die Institutionen, die ETH, die Politik, aber natürlich auch die NGOs, die Jugend vertreten sie, förderhin den Nationalfonds, aber leider nicht die Universität. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich bedanke mich bei den Autoren des White Paper. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mesdames et messieurs, aber Sie können es auf das Nachttischchen stellen. Es ist ein super gutes Papier. Man kann es auch zu nachtschwarzer Stunde lesen. Ich bedanke mich bei unseren Experten bei der Diskussion. Ich habe nicht viel hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Zusammenzug machen würde, würde ich sagen, die Evolution ist so ein Jojo-Spiel. Und wir sind eigentlich auf einer schiefen Bahn. Und zwar vom Menschen geschaffen, und wir können runterrutschen oder wir können offensichtlich nach oben streben. Und das Zweitgenannte ist doch für die Jugend eine wunderbare Chance. Das wurde auch bereits gesagt. Wenn ich die Kommentare aufgreife unserer 5 Personen, nein 4 plus dem jungen Forscher, Heimgartner sprach von der Zukunft von der Jugend, Frau Mikhailovna sprach die Zukunft der neuen Instrumente, die es entwickeln wird mit der Jugend. Frau Stoll sprach von der Stimme der Jugend, die erscheinen sollte. Und Frau Brunner sprach von Umwandlung. Man braucht also System Knowledge. Wir brauchen gleichzeitig aber natürlich auch klare Ziele. Und drittens brauchen wir auch eine große Kompetenz für den Umwandlungsprozess. Und all das ist dringend wichtig. Ich habe 1001 Geschichte zu erzählen eigentlich in Bezug auf Diskussionen, die durchführen mit den Bauern, mit den Landwirten, noch und nöcher. Und sie fühlen sich belagert, angegriffen, herausgefordert, missachtet. Sie seien die Verschmutzer der Nation, macht man ihnen zum Vorwurf. Ein Fallbeispiel, die Kommunikation. Wie sagt man es diesen Herrschaften? Ich habe einen Bauern, er ist Viehzüchter und er sagt, warum sind die Kühe für das Treibhausproblem verantwortlich? Er hat die Bücher gekonsultiert, er sagte, Buffalo Bill in den Vereinigten Staaten, vor Buffalo Bill gab es 80 Millionen Bisons. Und jetzt haben sie 40 Millionen. Und man sagt, das sei verschmutzend. Das sei Umweltverschmutzung. Die Antwort ist eben nicht, das Tier ist das Zielobjekt. Das Ziel ist nicht schuldig. Der ganze Prozess um das Tier herum, die ganze Agrarindustrie, die ganze Foodindustrie, die diesbezüglich verantwortlich ist, mit auch den Beförderern, mit dem Importgut von Saatgut aus Brasilien, was weiß ich. Und wenn der Bauer das versteht, dann versteht er, wir müssen große Kraftanstrengungen unterbringen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt deren viele. 2, 3 Stichworte möchte ich aufgreifen dürfen. Beispielsweise für die Politik. Für die Politikerinnen ist es nicht einfach. Man hat so eine ganz bestimmte Absicht. Sie haben die Lobbyisten und dann haben sie auch die Demokratie. Zumal die Demokratie, der Volkssouverän, muss überzeugt werden, um die Lobbyisten in die Schranken zu weisen. 2 Fallbeispiele von politischen Entscheidungen, die nicht unbedingt von den Lobbyisten gut aufgenommen wurden. Schwefelgehalt in
der Luft, das heißt das Waldsterben, der saure Regen, das wurde von den Chemikern geregelt, und zwar in Bezug auf eine politische Anordnung. Wir wollen keinen sauren Regen mehr haben. Das war ein politischer Entscheid in den 1980er Jahren. Die Antwort war ausgesprochen wissenschaftlich. Und dann das Ozonloch. Das Ozon war politisch motiviert, also keine entsprechenden Fluorizide in der Luft. Es braucht ein neues Kühlsystem. Und man hatte also die Kühlschränke diesbezüglich abgeschafft. Wir hatten zum Teil auch Kranke und Tote, weil die Leute verdorbene Waren gegessen haben. Aber es war ein wichtiger Veränderungsprozess. In Bezug auf die Following Agencies will ich eine Sache sagen, die mich in der Herausforderung von Herrn Egli herausgefordert hat, geblufft hat. Herr Egli hat gearbeitet mit Frau Mazzucato zusammen. Frau Mazzucato hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Unternehmerstaat oder der Staat als Unternehmer. In dieser Publikation stellt sie dar, dass alle praktischen Innovationen öffentlich-rechtlich angestoßen und finanziert worden sind. Die Hochschulen und das Volk, der Steuerzahler, finanziert offensichtlich Innovation, ob es Google sei, Facebook sei. Es kommt immer von der staatlichen Hochschule und die Entwicklung wird in der Industrie gemacht, nur wenn es hinhaut, wenn es sich finanziell rentiert. Man sollte also nicht Angst haben vor der Industrie und von den Lobbyisten. Wir machen die Entwicklung bei der ETH und anderswo. Und auch als Steuerbürger haben wir ein Wörtchen mitzureden. Die Zukunft wird es weisen, wir müssen zusammenarbeiten, kooperieren. Das ist das Zauberwort. Vieles wurde gesagt. Ich stelle eine Frage an Sie alle. Es ist auch Ihre Frage. Wie macht man das? Et comment va-t-on? Et je pense que la réponse vient de Peter Edwards, qui a Und die dit, Antwort hat von Peter Edwards. Es ist nur der Startpunkt, den wir haben. Das White Paper beschreibt die richtigen Fragen. Jetzt müssen wir den Weg beschreiten, damit diese Fragen gelöst werden. Sie haben den Club gegründet. Sie haben den Club der Weisen gegründet, der Experten, der Fachleute. Und jetzt sitzen Sie zusammen und Sie arbeiten für die Konkretisierung des Fortschritts. Überzeugen machen Sie es, nachdenken, fordern, vielleicht auch Karriere schaffen für die jungen Studierenden. Denn diese Karrieren in der Interdisziplinarität gibt es so gut wie kaum. Ich sage noch vielen herzlichen Dank an Sie alle. Es ist ein wunderbares Projekt. Ich bedanke mich, dass Sie das Spiel mitgemacht haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ich hoffe auf gute Resultate. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei unserem Dolmetscher und bei Herrn Häusler für die ganz vorzügliche Gesprächsanimation. Eine glückliche Heimfahrt, bleiben Sie gesund, falls Sie nicht schon zu Hause hocken, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Mm-mm.